Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 34. Les cryptes de la terreur. Salut les aventuriers et bienvenue au 34e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés... C'est Fred, comme d'hab. Bien content de te retrouver Xavier et bien content de retrouver tous nos auditeurs. En effet Fred, ça fait bien un moment, c'est vraiment sympa de reprendre le podcast. Voilà, donc l'été est parti, bienvenue à l'automne et spécialement maintenant Fred, car c'est la saison d'Halloween. Oui, ou la semaine, comme on veut. Voilà, donc... Je suis pas trop fan d'Halloween, moi. C'est du merchandising. Ouais, après ça dépend comment tu t'approches du sujet. Tu peux faire une petite soirée film d'horreur avec des amis, déguisés, s'amuser. Je veux dire, la consommation est un choix, on est d'accord. On n'est pas obligé d'aller dehors, d'acheter les bonbons, d'acheter les costumes. On peut bien faire tout soi-même. Et puis il y a des bits qui font les clowns sinistres. T'as dû voir ça aux États-unis là. Les clowns qui font peur. En effet, ça, ouais. ça prend de l'ampleur en Europe, pas en France, mais il y a eu des trucs en Angleterre, en Hollande. Il y a déjà eu des bastonnades et tout. Donc pour Halloween, ils s'attendent à ce qu'il y ait quelques méfaits, on va dire. Le clown sinistre. C'est assez chaud en effet, parce que c'est l'état j'ai vu aux US, l'état du New Jersey où ça s'est un peu... je sais pas, j'allais dire se réveiller. Tu sais, ça me fait penser aux films d'horreur, tu connais, les clowns de l'espace. Il est revenu. Ouais, il y a Hill de Stephen King, mais il y a aussi Killer Clowns from Outer Space, donc les tueurs de l'espace. oui, je vois très bien le film avec le gros porc. Là, en plus, je l'ai dû voir 2-3 fois ce film. C'est une tuerie. Les clowns qui transforment les humains en barbe à papa pour les manger. C'est excellent ce film, hein. Super décor. Et d'excellents costumes aussi, en latex et tout à l'ancienne, vraiment flippant. Bah écoute, sur le sujet, c'est marrant parce que voilà, on va s'attaquer à un livre dont vous êtes le héros. Ça fait bien un moment qu'on n'est pas retourné dans cette série. Justement, avec Fred, on va discuter donc de la saga de Loup Ardent. Et voilà, le premier volume, je l'avais fait avec Jerry, donc de Loup Ardent. Mais là, Fred, toi et moi, nous allons attaquer donc le deuxième volume qui s'intitule Les cryptes de la terreur. Donc voilà, c'est un peu notre sujet d'Halloween pour cette saison, non ? Bah franchement, si Halloween on peut avoir des trucs comme ça, là ça deviendrait sympa. Bah voilà, bah écoute Fred, donc on va s'attaquer aux cryptes de la terreur, toujours sympa de retourner dans les aventures des livres dont vous êtes le héros. Là, voilà, écrit par J.H. Brennan. Avant cela, Fred, faisons notre petit courrier des lecteurs. Avec plaisir. Alors nous avons reçu un courrier via Facebook, donc Simon. Bah écoute, merci Simon beaucoup de ton suivi, de l'écoute pour le podcast dont vous êtes le héros. Et voilà, j'avais expliqué à Simon qu'on allait bientôt attaquer son livre préféré, Fred. La Galaxie Tragique, qui m'a aussi tapé dans l'œil. Alors je pense qu'on va l'enchaîner vite fait, hein, Xavier, celui-ci, ce serait bien. Ouais, moi c'est un de mes titres préférés des livres dont vous êtes le héros qui sont au thème science-fiction. Vraiment sympa, une jaquette vraiment cool, mais bien sûr on parlera de tout ça quand on attaquera la Galaxie Tragique. Fred, un truc sympa, c'est que à chaque fois que je pense à la Galaxie Tragique, je pense au film de Roger Corman. Est-ce que tu te souviens de Galaxy Terror ? C'est série B à fond, mais bon, c'est un film qui était assez sympa. La jaquette me fait penser à cela. Avec assez sympa comme casting, il y avait Sid Haig, Robert Englund qu'on connaît bien en tant que Freddy Krueger. Mais voilà, je garde tout ça quand on attaquera ce sujet-là. Hein, Fred ? Ça va être bien sympa. No spoil. No spoil, exactement. Voilà. Bah écoute, donc voilà, merci beaucoup Simon de ton soutien, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis on dit à très bientôt. Hein. Alors discutons de l'influence et des sources d'inspiration de Loup Solitaire. Les auditeurs, comme vous le savez, voilà, Fred et moi nous avons une passion pour les fantasy, mais vous aurez peut-être deviné que Fred un peu plus que moi, car il a une sacrée collection de littérature. Et justement, Fred, je voulais qu'on discute un petit peu la source d'inspiration de Loup Ardent, parce que on peut trouver pas mal de similitudes, non ?
Oui, alors, moi je connaissais pas J.H. Brennan, Herbie pour les intimes, mais bon, ce qui saute la première chose qui saute à la vue quand on lit Louardan, c'est la référence à Conan, hein, le barbare qui devient roi, et aussi l'élément central de son aventure qui est l'épée maudite. Et l'épée maudite, comme je l'avais dit justement dans le premier podcast, c'est un thème qui revient souvent en Heroic Fantasy, mais là elle est quand même particulière dans le sens où elle a un côté vampire et elle draine la vie des adversaires, ou si Louardan loupe son coup, elle draine sa vie. Et ça, oui, forcément, ça fait penser à la quête du champion éternel, et particulièrement à Elric de Ménibonneux. Et ça, ça saute aux yeux, c'est un démon. Et même, je sais pas si tu as vu dans la fin de Louardan 2 les cryptes de la terreur, mais on a l'histoire de son épée. Oui, donc ce qu'on peut lire à la fin, donc c'est qu'en fait cette arme-là a été créée parce qu'à la genèse du monde, en fait, il y a une météorite qui est tombée sur le monde, et de cette météorite, en fait, il y a une créature qui est sortie et qui a commencé à jouer son titan totalitaire, qui a dit moi je suis le boss, je veux un sacrifice ou sinon je vous ruine. Donc ils ont pas voulu accéder à ces demandes, et ils se sont fait rétamer. Donc les gens ont fait ok, on va mettre en place un système de sacrifice. Et ce qui s'est passé, c'est que par la loi de la politique, il y a la fille d'une très puissante magicienne qui était promise au sacrifice. Et donc sa mère elle s'est révoltée contre ça, et comme la créature était imbattable, elle a décidé de construire une arme qui pourrait la tuer. Donc elle s'est rendue dans les enfers. Et dans les enfers, elle a tué son gardien, qui était un ver à 3 têtes, référence à Cerbère. Et elle a réussi, parce que c'était une puissante magicienne, à l'époque la magie était beaucoup plus puissante que maintenant, elle a réussi en fait à enfermer un démon, et comme c'était une forgeronne, elle a maîtrisé le métal, elle en a créé une épée. Donc lors du sacrifice, elle s'est substituée à sa fille, et en fait elle s'est présentée devant la créature issue de la météorite, et grâce à l'épée, elle l'a vaincue. Donc elle s'était dit que c'était génial, mais en fin de compte, elle s'est rendue compte que l'épée, elle avait un peu manipulé, dans le sens où elle pouvait plus s'en débarrasser, et qu'elle aussi réclamait son dû en sang, justement, et qu'elle a fait différentes quêtes. En fait, tout le reste de sa vie, elle a fait des quêtes pour essayer de se débarrasser d'Exterminator. Elle n'a pas réussi. Et le seul truc qu'elle a réussi à faire, en fait, c'est un peu créer une espèce de trame, un peu qu'on pourrait appeler le destin, enfermer Exterminator, cette arme maudite, dans cette trame. Et en fait, ça deviendra plus une malédiction. En fait, il y a des personnages dans le temps, différents héros, qui seraient obligés de tomber, qui ont encore leur destinée un peu liée à cette arme, pour que que l'arme accepte que le lien avec elle soit défait, et s'il sera fait avec d'autres personnes. Donc en fait, ça devient un peu une malédiction. Et c'est pour ça que Louardan, en fait, tombe dessus. C'est une énième personne qui fait partie de l'histoire de l'épée, quoi. Donc c'était assez intéressant de lire ça. Et oui, là on voit le parallèle, bon là c'est un peu différent, mais on parlait de Elric de Ménibonneux, le parallèle est évident. Alors ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, la seule différence c'est que Elric, en fait, c'est un albinos, donc est physiquement très faible, c'est un grand magicien, un grand érudit, mais il n'a pas la force physique de se déplacer presque. C'est un albinos qui est très faible, et grâce à la magie au début il s'en sort, et quand il tombe sur Stormbringer, qui est aussi une épée démon, là le pacte il sera encore plus vil que nous avec l'épée vampire. C'est que lui il a vraiment besoin de l'énergie de Stormbringer pour vivre. Nous on va dire que c'est une bonne aide en combat, et lui il en a vraiment besoin pour vivre, et c'est grâce à Stormbringer qu'il deviendra un bretteur reconnu de par le multivers. Mais bon, donc là il y a vraiment un parallèle qui est fait avec Elric de Ménibonneux qui est flagrant, parce que son arme se comporte exactement de la même façon. Et après, on peut voir aussi que J.H. Brennan a bon goût, parce que moi j'ai vu beaucoup de références aussi, notamment par rapport à la défiance par rapport à la magie, à un autre cycle d'Heroic Fantasy qui est peut-être moins connu, que je t'avais conseillé, Xav, je sais pas si tu as commencé, j'ai vu les bouquins, je crois, sur Facebook, qui est le cycle des épées. Oui, c'est ce que j'allais dire, je voulais te surprendre. Oui, grâce à Fred, tu m'as fait une super recommandation, donc c'est lire justement la saga de Fafhrd and Greymouser. Ouais. Donc en français, qui est donc... Le souricier gris et Fafhrd. Donc voilà, c'est alors ce qui est important justement de ces sagas, donc de leur titre anglais. Fred, de l'écrivain.
Fritz Leiber. Fritz Leiber, voilà. Donc Fritz Leiber qui est un peu qui fait partie en fait des écrivains qui ont créé le style Sword and Sorcery. Ouais, donc c'est voilà, ça. épée et magie, c'est le style après qui a tellement été développé à travers les années. C'est ce que l'on voit un peu partout, hein, je veux dire dans Conan, dans Elric, hein, comme on parle actuellement, et même justement dans l'univers du jeu de rôle comme Donjons et Dragons, bien sûr, qui est complètement du Sword and Sorcery. En fait, les puristes diront que ce qu'on lit, c'est pas l'Heroic Fantasy, c'est du Sword and Sorcery. Exactement, c'est ça. C'est Sword and Sorcery, c'est sa première étape de création, c'est un peu sa naissance, et maintenant on dit Heroic Fantasy. Donc c'est assez intéressant. Et donc justement, c'est l'aventure d'un barbare du Nord, hein, qui est, sa mère était une sorcière des neiges, et au fur et à mesure de ses aventures, il rencontra donc l'assistant d'un grand mage qui était donc un mage voleur, Greymouser, et tous les deux donc sont rencontrés dans une ville et ils sont devenus les meilleurs amis, ont vécu des aventures incroyables et qui sont maintenant aujourd'hui ces aventures-là de Fafhrd et Greymouser sont un peu les bases qu'on connaît tous, les icônes des histoires d'Heroic Fantasy. Et on trouve beaucoup cette inspiration chez un autre écrivain. Donc, en fait, la saga, Fred, tu connais les Dragonlance ? Non, ça me dit rien, ça c'est plus récent, non? Dragonlance, en fait, c'est les chroniques qui font partie d'un univers à part de Donjons et Dragons. C'est l'univers un peu plus Pendragon. Ah oui, si, j'en ai lu quelques-uns, oui, je vois. Bah là, ils en écrivent beaucoup, par contre. Hein. Ah oui, alors c'est ça, en fait, il y en a beaucoup. Mais après, il y a quand même des sagas à retenir dans Dragonlance. Par exemple, il y a la Chronicle. C'est la saga la plus importante, la toute première, avec ses 3 volumes, Dragon de Autumn Twilight. Je connais pas en français, mais c'est Dragon d'automne, Dragon d'hiver, et puis ça finit par le Dragon du printemps. Et on reconnaît justement les personnages qui sont créés dedans. On a le paladin, le mage, le sorcier. On commence à reconnaître en fait ce qui est devenu des bases de l'écriture de ce style en fait de Sword and Sorcery, d'Heroic Fantasy, ce qu'on appelle en fait des troupes. Les troupes, c'est les styles et les caractères, les personnages ou les situations en fait qu'on est tous habitués maintenant quand on regarde une série télé ou qu'on lit une histoire d'Heroic Fantasy. On commence déjà à savoir que la magicienne en fait elle va trahir le roi. Tu sais tous ces trucs classiques. Si le Conan rencontre une femme, on sait très bien que soit elle va disparaître, elle va mourir, ou c'est un piège. On sait aussi que s'il rencontre un homme qui est à moitié masqué, qui dit pas trop la vérité, on sait dès le début qu'il cache un horrible secret. Tu vois ce que je veux dire? C'est tous ces tropes en fait, et on voit que beaucoup de choses viennent justement pour l'Heroic Fantasy, non seulement de Robert Howard avec Conan, mais surtout de Fritz Leiber. Et quand on lit, je sais pas toi l'impression que t'as eu Fred en lisant donc Loup Ardent, mais on remarque beaucoup de ces tropes, en fait beaucoup de ces situations qui sont justement, mais Brennan les adapte et crée son propre univers qui est vraiment fantastique. Bah oui, c'est ça. Donc on disait les références. Et après, ce qu'il y a dans Loup Ardent, c'est un peu ce que je voulais le parallèle avec le cycle des épées, c'est que là, il y a vraiment un côté jeu de rôle, parce que le cycle des épées, on a l'impression de faire des scénarios de jeu de rôle, parce que c'est assez drôle, parce que c'est un peu comme Loup Ardent, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation exécrable, ils pensent en être sortis, puis en fin de compte, ils tombent sur un truc encore pire. Et ça arrive continuellement dans cette saga-là. Et cette défense avec la magie aussi, parce qu'ils ont une espèce de mentor qui est un magicien qu'ils ont toujours peur d'aller voir, qui leur donne des quêtes bizarres, et en fait ils sont toujours confrontés avec de la magie, puis eux c'est juste des aventuriers qui veulent se taper toutes les gonzesses, voler tous les trésors et avoir la gloire, quoi. Donc il y a ce petit côté là dans Loup Ardent où j'ai mentionné ce que j'ai dit dans la première critique du premier, c'est une espèce de jeu de rôle en fait où tu joues tout seul, c'est-à-dire que t'as pas de master, mais c'est comme un jeu de rôle. Il y a vraiment cette ambiance-là et cet univers-là, et donc les situations dont tu parles, oui, c'est des situations archi connues, mais qui fonctionnent, quoi. Exactement, qui fonctionnent toujours, et justement, ce qui est sympa, c'est de se les approprier dans cette aventure où c'est nous qui nous vivons, et il y a vraiment... je pense que parmi la plupart des livres qu'on lit, des défis fantastiques, ou que ça soit Loup Ardent, Loup Solitaire, il y a quelque chose de très très magique et unique en lisant Loup Ardent, où on est vraiment plongé dans un univers spécifique. Non, c'est pas l'univers que je veux dire qui marque, mais c'est la façon dont Brennan nous raconte l'histoire. Et comme vous le savez tous, donc il y a ce fameux Astérix. Alors, je pense que c'est un peu la source pourquoi on a cette différente impression. On sait très bien que l'Astérix, en fait, il est là pour signaler en fait qu'il s'agit du personnage joueur. Et c'est ça qui est intéressant en effet, c'est que contrairement aux autres livres-jeux, ici le héros a un nom. C'est pas nous, en fait, nous incarnons Loup Solitaire. Et puis aussi ce qu'on remarque dans l'écriture, c'est que les livres sont écrits à la 3e personne et non pas à la 2e. Donc il y a toute cette référence.
qui nous représente dans l'univers de Lou Ardent, mais le fait que ça soit écrit de cette façon, je trouve rend la chose très différente quand on lit les aventures de Lone Wolf, en fait, tu vois, de Loup Solitaire. Il y a quelque chose d'assez différent, quelque chose de magique, vraiment sword and sorcery, tu vois ce que je veux dire? C'est un parti pris, parce qu'en fait, c'est un peu, en fait, je vais dire des bêtises, mais c'est comme Howard qui a créé Conan. Il disait qu'il y a un mec qui apparaissait devant lui, qui lui racontait ses histoires. Donc en fait, pour lui, c'était vrai. Donc là, en fait, c'est comme si on vivait enfin, une histoire parallèle. C'est pas des conneries que tu racontes, c'est vraiment ce que Robert E. Howard raconte. Hein. Oui, d'accord. Oui, non, c'est comme ce que je veux dire des conneries, mais ce que je veux dire, c'est faire le parallèle entre Howard qui voit un barbare devant lui et qui relate ses histoires. Là, ça pourrait pas pareil. On dirait comme si c'était on va dire une réalité, notre réalité, et que le mec, nous, d'une façon ou d'une autre, voilà, comme vous avez dit dans le premier podcast, le Ardent, c'est un vaisseau et nous on est les passagers, quoi. Et on peut maintenir un peu le cap, lui faire prendre des directions, mais on est transporté dans l'histoire de Lou Ardent, et bien que ce soit nous, c'est Lou Ardent. Je sais pas comment dire si c'est très clair. Non, c'est clair, c'est ça. Et ça me fait penser vraiment à ça. Il y a beaucoup de personnages que l'on voit dans littérature, cinéma aussi, qui nous sert en fait de vaisseau pour se prolonger et balader dans un autre monde. Et voilà, nous on est à l'intérieur de son expérience en fait. Et ce qui est sympa, c'est, tu sais, J.H. Brennan est vraiment un amoureux de l'astrologie. Et c'est intéressant parce que là, c'est un peu comme le corps astral, tu trouves pas? En fait, nous plongeons nous-mêmes dans un univers qui est très construit, et en plus, il y a une narration beaucoup plus importante dans les Loups Ardents, où Brennan prend vraiment son temps, sur 5 à 6 pages, de nous expliquer les situations, l'aventure et le monde. C'est sûr, mais en fait, je pense aussi que ça vient aussi d'un parti pris pour être entre le roman et le livre d'aventure, et que en fait, je pense que ça lui correspondait bien, et que ouais, c'est un petit peu un parti pris qui veut faire un petit peu plus roman du fait d'avoir des descriptions plus longues, et qu'aussi, on en parlera plus tard, mais les choix sont quand même plus limités aussi. Et les choix sont beaucoup plus limités. En effet, on est loin des 400 paragraphes. Hein. Des fois, on se demande. Enfin, je sais qu'il y a certains volumes, on n'arrive quasiment pas aux 200 paragraphes, la moitié. Mais voilà, c'est une autre aventure, un autre style. Mais voilà, quelque chose de très unique. Hein, c'est Lou Ardent. Exactement, c'est Lou Ardent et c'est nous. Et d'ailleurs, est-ce que tu as renommé ton Lou Ardent? Non, moi j'ai gardé son nom. Mais... Non, j'aime bien. Justement, j'ai gardé son nom aussi. J'aime bien Lou Ardent. C'est assez sympa comme nom. Bah voilà, écoute Fred, ouais, vraiment impressionnant. Je sais qu'au fur et à mesure qu'on se baladera dans l'histoire, je les avais lus il y a très très longtemps, et il y aura même des références à faire à Dune, en fait, par rapport au grand désert vaste, et il y aura aussi une cité cachée d'un puits d'eau. Alors, tout ça, bien sûr, ça me fait penser à la grotte des Fremen. Il y aura beaucoup plus de choses au fur et à mesure qu'on parlera des deux prochains volumes. Un changement radical, par contre, qui se passe par la suite, c'est que Brennan ne travaille plus donc avec son illustrateur des 2 premiers volumes, Geoff Taylor, excellent illustrateur, je trouve. J'adore son jeu de contraste sur les illustrations. Il y a vraiment quelque chose de magique qui nous plonge encore plus dans le mysticisme du monde de Lou Ardent. Mais voilà, les 2 prochains volumes seront dessinés par l'unique John Blanche. Ah bah, pour ça vaut le coup. Je te cache pas que je suis aussi très heureux de voilà que ça soit John Blanche qui s'attaque à la suite. Non pas que je suis pas fan du tout de Geoff Taylor, comme je viens de dire à l'instant. J'aime vraiment ces illustrations, je les trouve très uniques, et un point où en fait c'est très spécifique comment elle me matérialise, et elle me donne en fait l'ambiance et l'atmosphère que je dois ressentir en lisant les paragraphes. Je trouve qu'elles ont vraiment comment dire, elles ont quelque chose de très très important à l'histoire de Lou Ardent. Mais voilà, John Blanche qui prend la suite, et bien sûr John Blanche qu'on aime tous les deux, avec Warhammer 40 000, Warhammer, sorcellerie, ça on est bien des fans de l'art et du style de John Blanche. Bah écoute, voilà Fred, alors avant qu'on continue, je te propose de faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous as dégoté cette fois-ci? Bah tu sais, là je parle beaucoup d'ambiance, d'atmosphère, de style d'écriture, alors pourquoi pas justement se mettre dans l'atmosphère avec nos auditeurs. Je te propose qu'on écoute un titre d'un groupe électronique qui s'appelle Voyager, qui s'intitule Secret of the Ice Mountain. Je te dis à tout de suite. À tutti.
Alors avant de commencer à parler du deuxième volume, Fred, comme toi t'es tout nouveau et tout frais encore sur les aventures de Loup Ardent, ce que je propose aux auditeurs là, c'est que Fred nous raconte ses aventures en fait dans le premier volume, ce qui va nous remettre au goût du jour. Et puis voilà, pour tous les auditeurs qui ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent, voilà, qu'on fasse un petit topo avec Fred. Et Fred, tu vas nous raconter donc ta propre saga de Loup Ardent. Allez Fred, tu reprends ta Mournblade ou ta Stormbringer, tu la remets dans son étui. Et je sors Exterminator. C'est ça. Et vaut mieux que tu rates pas ton coup. Hein. Impossible de louper son coup Exterminator. Ah si, avec Exterminator, c'est possible. Mince. Ouais. Et puis tu prends des dégâts. Ouais, ça c'est arrivé. C'est même pas que tu prends des dégâts, c'est que tu sens ta vie s'affiner. Que c'est arrivé, bon bref, j'en parlerai peut-être dans le deuxième. Moi, ce que j'ai noté déjà la première rencontre avec Loup Ardent, c'est la fiche de personnage logique, donc déjà qui est fait au hasard, qui est un parti pris. Donc là, ou bien on est chanceux, on a un putain de perso, ou bien on est comme moi, on n'est pas chanceux, donc t'as 2-3 points forts et t'es content. Et après, donc après c'est la connaissance avec le système de règles et de combat. Alors je sais pas comment, je suis un peu perplexe moi, devant ce système de combat. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées, il y a un côté très jeu de rôle avec des caractéristiques. Ah, c'est un système beaucoup plus jeu de rôle que les règles classiques des défis fantastiques, c'est sûr. On est vraiment dans un truc qui va beaucoup plus loin. T'as l'impression qu'il faut lire un livre de règles du maître du jeu, quoi, pour piger comment créer un personnage. Bah, sans aller jusque là, mais moi c'est encore la création de perso. Je trouve ça assez classique, mais c'est vraiment il y a des trucs en combat, je comprends pas à quoi ça sert, quoi. Et puis avec l'initiative, je trouve ça comme ça peut aller, on va dire de 60 à 300. On te dit de jeter 2 dés de 6. La différence entre les personnages est tellement énorme que jeter 2 dés de 6, ça changera jamais limite de savoir qu'est-ce qui débute entre toi et l'autre. Donc ça, déjà j'ai pas trop compris. Bon, après, on va pas trop parler des règles parce qu'on va reparler plus tard, mais moi, le système de combat m'a rendu dubitatif parce que je l'ai trouvé un petit peu chargé pour pas grand-chose. Moi, je m'en souviens de mon premier combat avec l'ermite, tu sais, quand qui te sauve du désert, là. Et, en fait, vous faites un combat qui est pas un combat à mort. J'ai fait 20 tours. 20 tours de lancer de dés, je trouve ça un petit peu long pour un livre dont vous êtes le héros, où quand même le but c'est d'avancer. Alors je me suis dit, si tous les combats ils sont aussi longs, moi je trouve que ça rallonge un petit peu artificiellement les combats. Je pense qu'en changeant leur échelle, je sais pas, au lieu d'avoir les armes qui font plus 30 ou plus 40 et qu'on ait 600 points de vie, les armes elles pourraient faire plus 1, plus 15 et puis on arrive, je sais pas, à 150 points de vie ou même 50. Donc là je trouve que c'est un peu inutile. Après faut voir, il y a des combats qui sont très fastidieux, limite qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est contre des gardes à la con, ça nous gave. Puis c'est vrai qu'après les combats finaux, il y a quand même contre les boss ou des combats un peu plus importants. Là, ça, on comprend mieux le stress. Donc là, alors, donc ce système de combat, moi, je suis pas complètement convaincu et c'est quand même un problème vu qu'il y en a souvent. Et après, pour parler d'histoire, j'ai eu le plaisir de voir toutes ces références, comme on avait dit, à Conan, l'arme maudite. Alors l'arme maudite, est-ce qu'on a le choix de pas la prendre ? Je pense qu'on est obligé de la prendre de toute façon. Et on revient sur un autre point qui m'a un peu désorienté, même si je m'y attendais. C'était le fait qu'on ait beaucoup moins de choix que dans un livre dont vous êtes le héros classique. Et qu'en fait, j'ai même l'impression que les choix qu'on nous donne, en fait, c'est juste nous aider, c'est pour nous faire des mauvais choix. C'est-à-dire que il y a les choix qui sont bons, qui font avancer l'aventure et qui font avancer le personnage, et tous les autres choix, en fait, qui sont des mauvais choix et qui nous conduisent à une mort certaine. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il avait son histoire en tête et mais ça a été peut-être bien d'offrir un peu plus de chemin, de croisée, et je pense que ça c'est peut-être une caractéristique du premier volume, parce que dans le 2, il faudra qu'on compare d'autres aventures, mais j'ai l'impression que parfois on a sûrement pris des chemins divergents, et c'est pas plus mal, je trouve. Donc après, moi j'ai bien aimé l'historique de Loup Ardent, avec cette histoire de la Horde des démons. La Horde des démons, en gros, c'est des démons qui sont cachés, qui reviennent tous les 2000 ou tous 5000 ans sur la planète, qui ravagent tout, et qui repartent et rebelotent dans 5000 ans. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. L'espèce de progression du personnage, donc on commence barbare, chassé de sa tribu parce qu'il a voulu coucher avec la fille du chef. On pense qu'on va mourir dans le désert, on est recueilli par un ermite qui nous remet sur pied, mais qui nous dit qu'en gros il nous remet sur pied, mais c'est pour qu'on a cherché sa fille qui est en danger. Si on refuse, il nous tue, donc on se sent un peu obligé de l'aider, et on fait en fait le prétexte d'aller voir sa fille, ça devient un prétexte pour
pour découvrir ses origines et combattre la horde de démons, sachant que oui, et donc rapidement en fait on passe par des petites péripéties, on est ramassé par des esclaves, par des marchands d'esclaves, on peut éviter le viol d'une femme, on se fait fouetter, on décide de s'évader en simulant un malaise, on tue le chef des esclavagistes. Et en fait, on se rend compte que dans notre fuite, ils nous suivent pas, parce que l'endroit où on s'enfuit, une espèce de vallée, c'est une espèce de vallée maudite. Donc on tombe sur les monstres du coin, des lézards psy, tout ça, et on tombe sur une espèce de forteresse abandonnée, et c'est là qu'on trouve notre fameuse épée, qui nous dit en gros est-ce qu'on veut lier notre destin à elle, on n'a pas trop de choix, c'est le destin, c'est déjà écrit, et en saisissant l'épée, on se retrouve dans le donjon, dans une prison, on arrive à s'en échapper. Oui, donc c'est la fameuse scène avec l'énigme qui est il y a une certaine énigme pour sortir du donjon, donc je vous conseille de prendre un papier, parce que c'est déchiffrer des runes, et après on tombe sur un parchemin qui est une espèce de pierre de rosette qui nous donne pour certaines runes la lettre qui correspond, donc après c'est un petit peu distinguer les runes les unes des autres, parce que des fois elles se ressemblent pas mal, donc après on arrive à trouver un passage secret, on s'en sort, et en fait on tombe un peu sur notre destin, parce que on se rend compte qu'en fait on est dans un donjon d'un ancien qui est verrouillé de façon temporelle, en fait un verrou magique qui fait que le temps est suspendu, et dedans il y a une espèce de le seigneur Xandine, le seigneur de la vallée, qui nous révèle en fait qu'on est son fils perdu, et que le destin nous a ramenés ici, et il nous parle de tout ce qu'est la horde des démons, comment ça se passe, et quelles sont les personnes du monde physique qui essaient de les faire revenir. Donc c'est pour ça qu'on se rend dans une fameuse ville, la ville de Beljardium, je crois. Et là, la ville de Beljardium, c'était là où attendait la fille de l'ermite, donc ça tombe bien. Et en arrivant là-bas, on voit que elle est en ruine, c'est la désolation, parce que la horde des démons a déjà attaqué bien en avance sur le calendrier, parce qu'on l'attendait avec la chute des neiges, et là, comme c'était l'hiver, on pensait pas qu'ils passeraient le col. Mais il semblerait qu'ils aient eu accès à une nef volante, qui est un peu l'information du livre, et que grâce à cette nef-là, ils ont attaqué la ville bien plus tôt que prévu. Donc, comme un fier gaillard, oui, j'ai oublié de dire que en rencontrant notre père, il nous a fait passer des épreuves dans le donjon, et que grâce à ces épreuves, on développe des dons de magicien un peu à contre-cœur, parce que en tant que barbare, Louardan est un peu anti-magie. Bon, il devient magicien grâce à son passage dans les cryptes et à l'ordalie qu'il a subi. Les pouvoirs sont listés, on s'en servira par la suite. Et donc en arrivant dans cette ville de Beljardium, en entrant dans le temple des moines, on sauve la fille de l'ermite d'un sacrifice imminent, et on se combat contre, il semblerait, le seigneur de la horde des démons, et grâce à notre épée et un combat haletant, on arrive à s'en défaire et à délivrer la fille. Quête assez classique, j'ai envie de dire, quand même, mais haletante. On a bien le sentiment d'urgence, qu'en fait au début on est un peu on est juste un simple barbare sans terre, et qu'au fur et à mesure on devient un guerrier avec une épée magique, on devient magicien, on devient sauveur de la ville de Beljardium et de la fille. Donc on évolue dans ce sens-là, et on voit bien que notre personnage a déjà beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était au début. Donc ça, c'est l'histoire. Moi, c'est ma découverte avec donc Louardan. Le système de combat, donc j'ai trouvé un peu compliqué pour pas grand chose. Mais je dois dire que quand même j'étais séduit, et que je me suis dit que la deuxième aventure serait sûrement beaucoup mieux que la première. Qu'est-ce que t'en penses, Xavier ?
Écoute Fred, moi j'ai trouvé vraiment excellente la première aventure de Louardan. Alors je me souviens pas ce que j'avais dit à l'époque sur le podcast, mais aujourd'hui, juste en y pensant, je me souviens, j'avais vu vraiment une sorte de mini-épopée en fait, du classique l'esclave devenu aventurier, devenu magicien, et puis qui devient justement le sauveur contre le mal, avec la princesse à combattre le mal. Donc il y avait vraiment tout cette style très classique de l'héroïsme, et qui était vraiment chouette à lire et qui était super à vivre. Et j'avais beaucoup aimé justement le fait que les paragraphes soient un peu plus longs, qu'il y avait moins de choix. Ça permettait de développer une histoire qui était un peu plus dans ce que voulait exprimer J.H. Brennan, l'écrivain, sur l'aventure qu'il voulait que l'on vive. J'aime beaucoup. Après, moi, ce qui m'a étonné, c'est quand tu dis à la fin, en fait, tu espères justement que le deuxième volume sera peut-être un peu mieux que le premier. Bah, écoute, moi, c'était un peu je me souviens quand j'avais lu le deuxième volume, j'étais un peu déçu, et en fait, j'étais un peu déçu que ça soit pas aussi une grande aventure que comme le premier. Mais ça, on y viendra un peu plus tard. On va discuter du deuxième volume. Mais je te suis un petit peu, en fait, les combats des règles. En effet, moi je le trouve vraiment intéressant, il marche, mais le seul truc que je trouve dommage, c'est en fait sa construction qui fait que les combats durent bien trop longtemps, et je vois qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. C'est bien trop lent, moi ça m'est arrivé aussi 17 tours, c'est juste, allez, tu sais, t'as envie d'avancer, et des fois ça peut arriver, c'est vrai qu'il faut suivre les règles du jeu, mais voilà, de tricher, parce qu'on se dit merde, c'est trop lent, bon je sais qu'il reste 3 points de vie, je vais pas crever, ou peut-être parce que j'ai des mauvais lancers de dés, mais c'est vrai que c'est un moment où on sait si on va le gagner le combat ou pas. Voilà, c'est vraiment très très lent quoi comme système, mais ça reste quand même un système très très intéressant. Voilà, bah écoute Fred, voilà ce que je pense. Parlons peut-être du système du coup. Bah ouais, bah écoute, on va commencer par les maths, on explique justement comment il marche. Donc voilà, comme on disait, je trouve que c'est vraiment un système qui est beaucoup plus jeu de rôle que les règles classiques des défis fantastiques. Alors, comment ça marche? Fred, tu nous amènes dans les maths, là, tu nous expliques tout? Oui, alors donc je disais que c'est une création au hasard, donc on a leur force, rapidité, endurance, courage, chance, magnétisme et séduction à tirer avec 2D de 12, je crois. Et donc vous jetez 2D de 12 pour chaque 2D de 6 pardon, 2D de 6 pour chaque caractéristique, vous multipliez x 8 et ça fait votre maximum. Donc on se rend pas compte qu'on peut pas arriver à 100 avec ce système-là. Et donc moi par exemple ma meilleure caractéristique c'était 80, c'était endurance. Ce système-là, c'est bien, c'est que c'est bien et pas bien. Bon, bref. C'est bien et pas bien. Non, parce que c'est bien parce que le hasard, c'est toujours sympa, c'est-à-dire que tu choisis pas tes caractéristiques, du coup, t'es un peu tributaire de ton personnage. Après, normalement, dans les jeux de rôle, t'aimes bien faire ce que tu veux, donc les systèmes avec des capital points, c'est bien aussi ce que tu peux faire ce que tu veux. Après, si les systèmes de points au hasard, c'est si t'es chanceux, bah t'as un personnage qui déboîte, quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai plutôt tendance à être malchanceux au dé, donc là. Donc là, tu vois, je force, j'avais 80 d'endurance et puis le reste, j'avais juste au-dessus de 50%. Quoi. Je sais pas s'il pourrait être aussi malchanceux que moi. Après, je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus malchanceux que les autres. Moi, je pense que mes dés sont mauvais. Je pense qu'il y a vraiment un démon qui vit à l'intérieur qui s'appelle Pazuzu, je sais pas quoi. Ah non, parce que moi, c'est mes dés spéciaux de Star Wars système D de 6, ça c'était le dé de force. Je faisais que des 6 avec mon Ewok là, et là, je fais que de la merde. Alors attends, est-ce qu'on peut retourner un petit peu en arrière? Parle-nous un petit peu de ton Ewok, de tes parties de Star Wars. Oh bah non mais moi c'était un non, je peux pas parler de ça, les enfants sont pas couchés. Non, c'était un Ewok Rasta d'1m05 avec 3 en vigueur, c'était une bête. Et à la fin j'ai nommé une main de cyber ce qui l'a ressuscité. Il était trop fort. Bref. C'est un personnage que j'ai gardé 10 ans quoi. Je suis mort de rire. C'est excellent. Moi je me souviens de parties de Star Wars où tu jouais un Sulustien qui s'appelait Sakabadad. Sakabadad, ouais. J'aime bien les Sulustins. Excellent. Bon, écoute, bref, le système de combat, je sais que par la suite, après, donc comment ça joue, c'est que le joueur lance 2 dés de 6, s'il fait 7 ou plus, le coup porte, en fait. Ouais. Et le chiffre 7, en fait, est diminué au fur et à mesure. Peut être diminué, en fait, ce chiffre qui est la défense. Donc, il peut être diminué de 1 point pour chaque tranche de 10 points d'habilité. Et encore de 1 si la chance vaut au moins 72. Ouais, alors ceux qui ont plus de 72 en chance, du coup, ils ont beaucoup plus de chances de faire des coups. Donc ça, c'est en fait la chance, c'est une des caractéristiques les plus importantes de la fiche, quoi. Mm-hmm. Ouais. Alors si le coup porte en fait la marge de réussite, qui sont des scores de dés moins le résultat qu'il faut dépasser, voilà, ça indique le nombre de points de vie perdus. Ouais, alors c'est même un peu compliqué que ça. En fait, il faut faire la différence entre le score de 7 et on multiplie fois 10. C'est-à-dire que si j'ai fait 9,
j'ai fait 2 au-dessus de 7, donc ça fait 20. En fait, j'ai 20 points de vie pour l'ennemi. Alors après, on rajoute les dommages les MD du héros qui sont calculés par rapport à sa force, et on rajoute les bonus de l'arme. Voilà, donc, on enlève un point de vie supplémentaire par tranche de 8 points de force, c'est ça? En fait, non, on a 1 en MD par tranche de 8 en force. C'est-à-dire que si t'as 64 en force, t'as des MD de 8. Tout est des multiples de 8 en fait souvent. Donc les coups c'est ça, c'est-à-dire que déjà il n'y a pas de bon breteur ou de mauvais breteur, de bon combattant ou mauvais combattant. De toute façon on a une chance sur 2 de foirer ou de réussir, qu'on soit un nain, que ce soit un petit lézard ou que ce soit un lourdan. Bon ça déjà c'est une caractéristique moi j'aime pas trop parce que normalement dans les jeux de rôle t'aimes bien quand t'es un bon combattant, que tu manies bien les armes, t'aimes bien que ça soit retranscrit dans le système de règles. Donc là c'est le pur hasard, c'est le pur hasard, et en plus donc les dégâts se font par la différence avec le score de 7, donc entre un score de 7 qui vous fait en fait vos MD plus les dommages de l'arme. Quand vous faites 12 vous êtes x 50, donc ça n'a rien à voir. Donc le combat c'est beaucoup de hasard. Ouais, je sais que le système de règles de loup solitaire est beaucoup plus différent. Justement il joue plus sur les compétences de combat. Le plus de compétences sur le combat on a contre notre adversaire, vraiment le moins de chance on a de subir des dégâts et même justement de ruiner l'adversaire en un seul tour. Oui, mais c'est ici, ça, ouais, ici c'est le contraire en fait. On est vraiment sur ce côté où même si t'es Conan le barbare et que tu te combats contre je sais pas, un Ewok de Star Wars mais qui est beaucoup plus faible que celui de Fred, sûr. Le combat peut durer 20 tours bêtement justement à cause de la chance quoi. Il suffit qu'on ait des mauvais tours de suite et c'est là où en fait on se rend compte que la compétence qui peut changer le style de combat en fait c'est les sorts. Tout à fait. Voilà, donc on peut utiliser des sorts. Alors les sorts, comment ça marche? On a une barre de vie. Il y en a un mana pool en fait où on récupère en se reposant, qui est indiqué dans les livres, et on dépense en fait ces points pour justement créer des sortilèges, des boules de feu, de la foudre, ou même l'un des plus puissantes, c'est de se rendre invisible et en fait de backstabber en one shot les adversaires. Après, il faut savoir que pour utiliser la magie, déjà comme loup ardent et récalcitrant, il faut faire un 4 ou plus sur 2 dés de 6. Déjà, on a une chance sur 3 que ça marche pas. Et après, quand on jette le sort, c'est comme pour les coups, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 2 que ça marche pas. Et les points de pouvoir sont forcément dépensés. Donc même la magie, c'est pas. En plus, c'est bien précisé qu'on peut utiliser qu'un seul pouvoir par paragraphe. Et donc tout ça. Donc en fait, la magie, surtout dans le premier bouquin, c'est plutôt une assistance. Dans le deuxième, on en reparlera. Et donc la magie, oui, c'est une aide, mais il faut pas y compter dessus. Après, les pouvoirs, il y en a qui sont sympas, il y a pas mal de trucs aussi pour revenir à des paragraphes précis. Et ça, c'est ce qu'on appelle des pouvoirs utilitaires et qui sont très sympas par contre quand on les maîtrise. Moi, je me suis éclaté un peu avec cela dans le deuxième bouquin. Alors, tu nous en parles davantage. Écoute, voilà, sur le système de combat, Fred, qu'est-ce qui se passe par la suite après Donc, une fois que c'est le défenseur qui attaque, c'est un peu le même système, hein. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé de l'init tout à l'heure. Donc, il y a une init dans le jeu, donc pour savoir qu'est-ce qui tape en premier. Donc, en gros, c'est 2 dés de 6 plus courage, plus rapidité, plus courage, plus chance. Donc, forcément, comme c'est des caractéristiques sur 100 entre les personnages, il y a des différences énormes. Donc, donc c'est 2 dés de 6, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc, celui qui a la meilleure init, il tape en premier. Les 2 tapent à chaque tour. Et il se pose le problème quand il y a des ennemis multiples. C'est-à-dire que les ennemis multiples, on se fait taper 4 fois dans le tour, quoi. Donc là, faut être résistant. Donc, on a donc les armes ont certains bonus. On peut avoir des armures et donc les pouvoirs, mais donc en gros chacun tape son tour et puis c'est la chance qui choisit quoi. Donc là c'est un petit bémol pour un système de combat jeu de rôle où normalement t'aimes bien faire la différence entre les guerriers, les magiciens, les voleurs, où ils ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Bon après c'est peut-être un choix de simplification, mais ça a été bien que les caractéristiques de force ou qu'il y ait des caractéristiques de combat, ouais, tout simplement. Que là c'est purement la chance. Et c'est vrai que quand t'as un ennemi qui te fait un 12, bah ouais, tu gueules un peu parce que. ouais, ça fait des dégâts, hein, putain. Des fois, tu vois ta barre de vie se couper en 2. Hein. Tu te prends ça. Alors, je sais pas si tu te souviens, un petit aparté marrant, des caractéristiques de l'arme du mec de la Horde dans le premier bouquin, là. Non, rafraîchis-moi la mémoire. En fait, son épée, elle faisait pas les mêmes dégâts par tour. Elle faisait, t'as un truc de fou. Hein. Elle faisait plus 20 au premier tour, plus 30 au deuxième tour, plus 10 au troisième tour. Tu jetais un dé de 6 pour le dernier coup, tu faisais x20 en dégâts. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire 120 en dégâts, quoi. Ouais, c'est one shot, hein. Par contre, s'il y a un truc qu'on n'a pas précisé en combat, que moi j'ai trouvé ça intelligent, qui rajoute un petit peu de tactique, c'est ce qu'on appelle l'endurance, qui
qui est basé sur l'endurance du personnage. Et qu'en fait, il peut porter un certain nombre de coups d'affilée. Et dès qu'il a fait, par exemple, pour moi, c'était 8. C'était 8 coups d'affilée, et les 2 prochains tours, j'étais obligé de me reposer. Parce que mon personnage, il devait reprendre son souffle. Donc après, par rapport aux endurances des personnages en face, bah voilà, ça fait on sait qu'on va pouvoir le taper plus de fois. Il y a des tours, il va nous taper dessus, on pourra rien faire. Donc ça peut faire une petite dimension un peu à prendre en compte dans les combats. Et ça, je trouve que c'est un truc sympa, qui fonctionne en plus, je trouve, hein, pour le coup. Après, ça rajoute un peu de complexité au combat, parce qu'il faut compter les tours. Quand on n'a pas forcément le même nombre de tours que l'adversaire, et que les combats ils durent sur 25 tours, on sait plus quand est-ce qu'il a sauté ses tours et tout ça. Donc bon, ça c'est un autre problème. Mais cette idée-là, j'ai trouvé bien. Ouais. Ah, c'est sympa la règle de l'endurance. Ouais. Non, c'était quelque chose d'assez sympa. Bah ouais, voilà, écoute Fred, pour résumer justement le système de combat, je te propose de faire une pause musique. Guerrière, j'espère. Ouais, vas-y, c'est parti pour. Je te propose qu'on écoute un thème en fait du jeu vidéo du Seigneur des Anneaux, qui était donc intitulé Shadows of Mordor sur les consoles modernes, la dernière génération. Un morceau composé par Gary Schyman qui s'intitule The Hammer. Et je pense que là, ça va nous mettre directement dans l'ambiance de Loup Ardent. Et hop, là, tu dégaines ton épée et c'est le combat des maîtres. Swing. C'est le chapiteau de Heaven's World. Ah, c'est sympa, j'aime bien Swing. Swing. Okay. Swing. Ok Fred, discutons du 2e volume de Loup Ardent, les cryptes de la terreur. Je te fais le petit synopsis ? Loup Ardent s'est révélé être l'héritier d'une famille de seigneurs sorciers, et est maintenant devenu le seigneur Zandine. Avant de mourir, son père lui a révélé que l'attaque de Arn par la horde des démons est commanditée par le seigneur du royaume voisin de Kandor. Il projette donc de l'assassiner afin d'empêcher l'invasion, mais il doit pour cela accumuler suffisamment de pouvoir, de sorcellerie, et donc affronter Lord Ali de la guilde des alchimistes dans les cryptes de la terreur. Fred, c'est parti. Alors, avant d'attaquer le livre, je voudrais juste qu'on résume un petit point intéressant. Les livres en fait sont découpés en chapitres, mais voilà, selon ses choix, des fois certains joueurs ne passeront pas nécessairement par tous les chapitres. Et c'est le cas vraiment des cryptes de la terreur où on saute carrément certains chapitres. Moi, je sais que en lisant plusieurs fois le livre, je me suis dit, il y a des moments où je suis même pas du tout passé par là, quoi. Donc ça c'est intéressant. Ouais, un 2e volume vraiment intéressant. Fred, raconte-moi ton début. Donc comme le disait le teaser, donc on est dans une ville en fait pour passer une épreuve pour devenir un meilleur magicien, parce qu'une Ordalie c'est une épreuve magique, c'est ce qu'on avait passé dans le premier livre pour devenir un magicien. Donc là on recherche la crypte des alchimistes et on est guidé dans la ville par une fille des Russes que on connaît pas l'endroit. Un orphelin, ouais. Ou une orpheline, quoi. Et en fait, devant nous, rapidement, on voit un vieillard qui se fait molester. Donc, comme d'hab, on fait le sauveur de la veuve et de l'orphelin. Donc, on s'élance avec notre crier. Et en fait, les malfrats, ils avaient une panthère qui était dressée avec eux, qui lance contre nous.
Bon, avec Exterminator, on en fait qu'une bouchée, quoi. Je sais pas si on va dire Exterminator ou Doombringer, du coup, parce que... j'aime bien Doombringer. C'est comme ça. Ouais, moi je préfère Doombringer à la rigueur. Ouais, bah la traduction française... Ouais, c'est ça, Stormbringer, ça me fait penser à ça aussi. Je veux dire, ça me fait trop penser au film, en fait, Terminator, Exterminator. Ah oui, je pense que c'est sorti à cette époque-là, donc c'est pour ça, c'était une référence à cette... parce que la version c'est des années 80, hein, c'est ça. Alors attends, un petit jeu à la Fred, comme on parle vite fait d'épées magiques, je te coupe, désolé, hein, mais est-ce que tu peux me citer plus de 5 épées magiques que tu connais? Non, parce que moi je connais que celle du champion éternel, donc c'est Moorblade. Oui, j'aurais dû écouter votre podcast, je l'ai écouté, j'ai pas noté les noms. Donc il y a Moorblade et Stormbringer. Excalibur, ça compte? Ouais, c'est une épée magique. Excalibur, si, il y a la... Scheiße, pardon. Alors, j'ai pas mon souvenir des épées des autres champions qu'ils ont. Stormbringer, Moonblade. En fait, il y a aussi Rayquaza, il y a aussi Corum, il y a aussi Hawkmoon qui font partie du cycle de Morcook et qui sont tous une représentation du champion éternel comme Elric, et certains ont des armes qui sont des pendants de Stormbringer. Mais là, leur nom me revient pas. D'autres univers, t'en as d'autres? Nine. Alors, et tu as aussi les épées de pile ou face de la saga des Chroniques de la Lune Noire, Nefer et Befer. Ouais, mais la BD, c'est pas mon, je connais pas très bien la BD. Alors, tu as aussi la saga jeux vidéo de Warcraft, spécialement dans Warcraft 3, où le Seigneur Arthas, je crois, il a donc l'épée maudite qu'il transforme en mâle, qui est donc Frostmourne. Frostmourne. Ouais, mon épée est affamée. Pour ceux qui ont joué à Warcraft 3. Allez, une dernière, t'en as une autre là? Bah non, j'ai déjà séché, moi. Bah, les épées de Tolkien, il y en a un sacré paquet, des épées magiques. Ouais, oui, il y a apparemment celle de Frodon, comment ça s'appelle? Sting. Ouais. Ah oui, c'est Dar. Bref, voilà. Excuse-moi, je te laisse reprendre où t'étais dans l'aventure. Donc avec notre épée magique à nous, on s'élance, donc la panthère n'en fait qu'une bouchée. On se rend compte en fait que le vieillard est sorti tout seul parce que en fait c'est un magicien qui tous les malfrats, tous les brigands sont sous son pouvoir hypnotique. Il se présente à nous, il s'appelle Amiens. Mais en fait la précision c'est qu'il a pas réussi à contrôler la panthère, d'où le fait qu'il s'est fait quand même défoncer le bras quasiment arraché. Oui, puis ouais. Et on a aussi le choix, on peut choisir de soit aller aider le vieil homme qui s'appelle donc Amiens ou continuer son chemin avec l'orpheline. Exact, mais je pense qu'on a fait tous les deux le même choix. Hélas, on a fait le même choix, donc on pourra pas parler de ce qui se passe autrement. Avec l'orpheline. J'ai vu ses caractéristiques dans les ennemis, donc il doit se passer une couille. Excellent. Ils ont mis que sa rapidité, hein, donc bref. Oui. Oui, donc ce fameux Amiens, il propose de nous guider à la guilde des alchimistes, qui nous prévient en fait qu'on peut pas rentrer dans la guilde sans parrain. Donc il se propose d'être notre parrain à nous et de nous aider pour l'initiation. Donc ça se passe bien. On a aidé un vieillard dans la rue, on a tué une petite panthère et ça y est, on est pris par la main. Donc là, c'est la chance du barbare. Et en rentrant dans les cryptes de la terreur, donc on se rend compte que non seulement c'est un alchimiste, mais que c'est en fait le chef de la guilde. Donc on est content de lui avoir porté secours. Et donc il nous prépare à l'Ordali, qui est une épreuve mystique qui va nous permettre de développer nos pouvoirs. Et il nous remet un petit équipement, donc un coffre de bois de rose qui contient un sort, nous avertit-il, qu'on pourra utiliser qu'une seule fois. Et en fait, on délaisse de tout notre équipement, on est vêtu d'un pagne et on a quelques objets en plus. Donc on a deux dards, 2 poignards, une fronde, 2 disques aiguisés. Et tout ce qu'on avait avant, on le perd, sauf Exterminator qui peut pas nous quitter. Exactement. Et on prévient qu'en fait, on peut pas se défaire de l'épée parce qu'elle est liée à nous, quoi. Et ouais. Ce qui est assez intéressant dans la description avec les gardes, qui essaient justement de nous la séparer d'elle. Oui, ça dure pas longtemps, on leur dit rapidement que c'est mort. Hein. Allez, l'ouverture des cryptes. C'est ça, l'ouverture des cryptes. Bah là, on a vécu à peu près la même histoire. Bah écoute, moi dans les cryptes, ça a été un peu rapide, ce qui m'a bien étonné de ma lecture là. En me baladant dans les cryptes, je découvre donc un fameux cube de force qui peut en fait stocker les points de vie que Doombringer, en fait, tu sais, comme elle vole de points de vie, en fait, on peut les stocker dans ce cube et en fait, qui devient des points de magie, qui nous les convertit. J'ai aussi trouvé une baguette magique de la terreur, en fait, donc qui fait baisser la défense de 2 de nos ennemis, que je peux utiliser 9 ou 10 fois.
Et je découvre aussi une fameuse orbe sacrée. Est-ce que t'as découvert tout ça, Fred? J'ai eu d'autres choses, moi. Alors, raconte. En fait, ouais, donc bon, c'est comme les cryptes, c'est comme un labyrinthe un peu avec des chemins à l'est, aux descentes, tout ça. Moi, je trouve que je suis allé assez vite aussi, parce que je suis entre guillemets rapidement. Je suis arrivé dans une salle, j'allais dans un couloir où je pouvais pas revenir en arrière. Donc c'est que c'était le but. Donc dans la crypte de la Terreur, il y a un ennemi qui est très particulier que tu as dû rencontrer aussi, qu'on appelle les Achilles. C'est des guerriers avec des capuches plutôt petits, mais qui sont, où cela tourne à tous les étages. Donc, je sais que le bois de rose, en fait, si tu l'as utilisé, ça sert à les endormir, parce que déjà, individuellement, ils sont plus forts que toi, mais des fois, t'as des salles où t'en as 4, quoi. Et c'est ce qu'il nous offre aussi, Amia, il nous offre la fameuse boîte, là, pour endormir, c'est ça? Oui, c'est ça. La boîte, ça sert à les endormir eux. Alors, sachant aussi qu'une petite aparté, c'est que dans ce monde-là, dans les cryptes de la Terreur, les pouvoirs d'exterminateur ne marchent pas, de Bringer. C'est une épée comme les autres, mais elle siphonne pas le sang. Ce qui rend les combats beaucoup plus compliqués. Donc moi j'ai réussi à tracer, donc je me suis retrouvé une fois dans un couloir avec 6 portes, et ces portes-là je les ai toutes faites en fait, et j'ai trouvé plusieurs objets. J'ai trouvé l'orbe qui est l'orbe de puissance, de pouvoir, c'est ça qui te protège des démons, c'est bien celle-ci. C'est une orbe très très balèze qui va justement nous servir jusqu'au bout de l'aventure, hein. Ouais, après très très balèze, elle a une chance sur 6 de marcher, donc faut faire 11 ou 12 sur 2 dés de 6 pour qu'elle marche. Donc pour tout le paragraphe, on est immunisé aux attaques démoniaques, mais c'est pour un paragraphe et il faut faire 11 ou 12. Donc moi, je suis pas sûr que ça va marcher une seule fois. En fait, j'ai utilisé l'orbe justement pour passer à travers les fameux démons à capuche là, pour pas qu'ils me rendent compte. Avant, quand je devais quitter la crypte, le dernier passage, en fait, il y en avait 3 dans une salle, et j'ai pu justement garder l'orbe sur moi, et ce qui m'a rendu quasiment invisible pour passer à travers et de quitter la salle. Enfin, pas invisible, mais en fait, qui me rend inaperçu. Ouais, mais les Achilles, c'est pas des démons. Non, c'est pas des démons, mais je sais pas ce que c'est exactement les Achilles, mais en fait, mais c'était pas des Achilles, pardon, je veux dire, c'était des Demon Spawn. Ah oui, d'accord. Donc, tu te souviens, en quittant les cryptes, il y a une fameuse salle où il y a 3 Demon Spawn qui sont ensemble. On a l'impression, en fait, qu'ils nous attendent, mais voilà, en utilisant la sphère, on peut se rendre inaperçu et quitter la salle. Enfin, quitter le donjon. En fait, non, moi je suis pas sorti, j'ai peut-être pas sorti du même endroit que toi, parce que moi en fait, moi pour sortir, j'étais dans une salle où il y avait un coffre et une tapisserie qui représente un peu l'histoire de la Horde. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est la fameuse salle à tapisserie, et Lou Ardent en profite justement pour examiner la tapisserie. Et puis derrière, il y a une porte. Et en fait, il y a une porte qui te fait sortir des cryptes de la Terreur. Et donc moi, en fait, les objets que j'ai trouvés dans le couloir, il y avait ces fameuses 6 portes, dont la porte avec la tapisserie faisait partie. Et j'ai trouvé aussi un corps cabossé. Ouais, tu vois, je suis pas passé par là, moi. J'ai trouvé une autre porte. Ouais. Et il y avait les Demon Spawn. Ah, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai toujours fait Est. À un moment, il y avait une salle, il y avait plein de portes. On me demandait si tu allais à Est, tout ça, ou descendre. Je suis descendu, il y avait 6 portes. J'ai fait les 6. Dans les 6, il y a des Achilles ou des objets. Et grâce, en fait, j'ai fait des pouvoirs comme temps pour revenir en arrière dans les paragraphes. Je revenais au paragraphe où il y avait les choix de direction pour pas me combattre contre les Achilles, ou bien j'ai utilisé la boîte. Bref. Et donc oui, moi j'ai trouvé un corps cabossé, j'ai trouvé l'orbe d'invincibilité qui permet de résister aux attaques des démons, et j'ai trouvé une baguette de magicien avec un côté en argent et l'autre en or. Ouais, c'est ça, c'est la baguette de la terreur, non? Oui, c'est pour faire peur aux adversaires, ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas donné ce nom-là en français. Mais... D'accord. Alors, à savoir, je pense que les auditeurs s'en rendent compte, tu l'as donc lu en français et moi en anglais. Oui. Ce qui nous permet justement de voir les différences et de... Alors oui, la version française initiale montre mes aïeux, le nombre de coquilles qu'il y a, c'est impressionnant. Oui, alors voilà, il faut se rendre sur Planète LDVEH et plein d'autres de sites excellents, hein, de la communauté française des livres dont vous êtes le héros, et là voilà, il y a pas mal de membres, de fans qui nous aident, qui réparent justement les coquilles, surtout dans les numéros de paragraphes, là où c'est quand même la coquille la plus grave. Oui, alors là c'est vraiment embêtant. Mais non, mais quand je parle de coquilles, c'est que des fois la
mise en page, tu dis que les mecs ils ont pas rendu ce qu'ils ont fait parce que t'as des sauts, c'est comme s'ils avaient tabulé, il y a des fautes d'orthographe, les mots c'est pas ce que ça veut dire. Donc là c'est vraiment ils ont fait vraiment le strict minimum. C'est une série qui mériterait une mise à jour, je trouve. Largement, parce que franchement moi quand j'ai lu le premier livre, je me disais mais c'est quoi ça, tous les paragraphes, il y a cette bordel quoi. Là on est en train de voir l'excellente mise à jour de la saga Sorcellerie, bientôt le 4e tome qui sort, mais en effet ça serait bien qu'on voit une mise à jour de la saga Loup Ardent. Parce que là en effet comme t'as dit il y a des coups. Alors la version anglaise que j'ai lue c'était une ancienne édition classique anglaise, j'ai pas trop remarqué en fait, je sais pas s'il y en avait ou pas. Je sais qu'il y avait un problème de paragraphe mais qui est corrigé par la suite dans les prochaines éditions, donc ça je sais que je l'ai pas eu celle-ci. Enfin voilà. Alors Fred, on sort des catacombes, ça y est? Alors juste pour un petit aparté moi, sur ces catacombes, moi c'est la première fois que je fais un peu ce type-là dans les héros, les donjons, tout ça. Et je me suis bien marré moi. Je me suis bien marré dans le sens où, parce que je pense que j'aurais dû faire tous les combats, je serais moins marré, mais grâce au pouvoir qu'on a, donc j'ai eu de la chance, ils ont marché, temps, tout ça qui permet de revenir des parades, du coup je me suis bien marré à les faire, à éviter les combats, à trouver les objets. Bon après, ça reste comme une quête difficile, on peut mourir facilement, même des fois juste en ouvrant un coffre, et et quand on sort de là, qu'est-ce qu'on récupère ? Rien du tout, moi j'ai rien récupéré. Si, on gagne 200 points de pouvoir. Ah oui, pardon, les points de pouvoir, d'accord, je croyais que tu voulais parler d'un objet. Ouais, alors juste pour dire, moi j'ai quitté les catacombes en ouvrant une porte derrière la tapisserie de l'Arbre des démons. En fait, par magie, je suis aspiré et je me retrouve à l'air libre dans les rues de la ville. Et là, on me dit, j'ai gagné 200 pp. Je fais c'est magique. Parce que la dernière ordalie qu'on avait fait après notre père, on gagnait, je crois, 20 points de pp. Ouais, j'aime pas quand tu dis pp, on dirait des grands-pères, quoi. Tu gagnes 200 grands-pères. 20 points de pouvoir, excuse-moi ce que j'ai envie de... Point de pouvoir, ou pépé. Pépé. Une pépette. Écoute, moi je suis sorti justement par la salle en utilisant l'orbe pour passer inaperçu. Voilà, après on sort dans la ville et puis c'est là où on peut quasiment choisir le chapitre que l'on doit attaquer. C'est ça. Alors, ça c'est un chapitre central, je pense. Ouais. Juste pour résumer, je sais que j'ai la liste ici, Fred. Je la sors un petit peu. Alors voilà, donc on a je crois qu'il y avait 4 grands choix à faire. Donc le premier en fait c'était soit essayer de réveiller le roi Voltar de son sommeil éternel, voir pourquoi il se réveille pas, et puis là justement on va apprendre par la suite pourquoi on l'appelle justement pourquoi justement le roi Voltar est dans un sommeil éternel. On peut demander audience avec Ulrich, le roi régent qui est très connu avec ses guerriers moines, de voir s'il veut se battre avec nous contre les spawns. On peut soit aller voir Ben Benibar Jain, donc le sorcier de la guilde des chamans, enfin du temple des chamans, pour voir justement s'il peut nous aider contre l'attaque imminente. Ou on peut se rendre chez le général Mandar, le vieux philogistine qui justement était en charge de la garde de la nation depuis le sommeil du roi, et voir s'il pouvait nous aider. Donc qu'est-ce que t'as choisi toi ? Et on a aussi le choix d'aller voir personne et de faire ça nous-mêmes. Oui, exactement. Donc le chemin solo. Qu'est-ce que t'as choisi toi, Fred ? Alors moi, je me suis dit comme le Ulrich, c'est le seul qui a une armée et qui en plus il est conscient du danger, parce qu'il se prépare à l'attaque des spawns, je suis allé le voir. Alors j'ai essayé de faire ça dans les formes, j'ai envoyé, comme je suis le seigneur Xandine, j'ai demandé à une audience en bonne et due forme. C'est pas jouer le barbare mais jouer le diplomate. Forcément ça n'a rien donné. Au bout de 2 semaines, toujours pas de réponse, donc t'en as un peu marre. Donc là, j'essaie de le rencontrer au palais. Et comme là, je suis une quiche en infiltration, je me suis fait jeter dans une cellule tout de suite. Merde. Je me suis fait jeter en cellule tout de suite. Et là, comme on a l'habitude de sortir des prisons avec Loup Ardent, donc j'ai trouvé un ancien passage qui me menait aux égouts. Là, je commençais à être empoisonné par les égouts. Je fais bon, ça me saoule. J'ai fait pouvoir temps là, et je suis revenu au paragraphe de choix. Boum. Voilà.
Et là, j'ai décidé d'aller voir le roi Voltare. Moi, écoute, je me suis rendu pour aller voir le général Mandar. Donc, pareil, pour voir le général Mandar, j'ai vu les gardes à l'entrée. Je sais que soit si j'essaye de rentrer avec audience, ça va me prendre un temps pas possible, connaissant la le jeu qu'ils peuvent faire sur le papier, tu sais, les papasseries à demander autorisation. Oui. Donc, je m'infile dans la forteresse, quelques petits tours, et en fait, je me rends donc au général Mandar où je lui demande son aide, et général Mandar justement commence à m'expliquer l'histoire du roi Voltare et son sommeil éternel. Alors avant ça, il nous raconte en fait toute l'histoire de la hiérarchie du monde et du régime, comme quoi le précédent roi, son père, qui a pris beaucoup de temps à décéder, et qui par la suite, après ses enfants, il avait 3 à 4 fils, donc le plus jeune, voilà, qui était donc Voltare, mais il y a eu tout une destinée assez incroyable. Il y a 2 fils qui sont morts écrasés par un arbre, il y en a un autre, je crois, qui s'est perdu dans le désert, je me souviens plus trop, mais voilà. Il y en a qui s'est perdu dans le désert, il y en a 3 qui sont morts d'un coup avec une branche d'arbre. Oui, 3 qui sont morts, mon Dieu. Et en fait, donc c'est le roi Voltare qui a pris donc le dernier des fils. Et en fait, non seulement c'est un excellent roi, mais c'est un roi en fait qui vit pendant très très longtemps, jusqu'au jour en fait où le temps se fige autour de lui et qui tombe dans un sommeil éternel. Et ce qu'a fait donc le royaume, c'est qu'ils ont ordonné de recouvrir le château avec des draps blancs, des draps magiques, justement, qui ont pris 7 ans, non, à entourer la forteresse du roi, et qui sont magiques du fait qu'ils ne peuvent pas se salir ni le textile se vieillir. Ils sont pas blancs, ils sont noirs. C'est un air sinistre, et il y a un dessin qui monte en forteresse où on les voit. D'accord, oui, exactement. Ouais. Et en fait, tu vois, au fur et à mesure qu'on lit tout ça, l'explication, c'est assez sympa, mais on regarde la couverture du livre, des Cryptes de la Terreur. Alors déjà, le titre, les Cryptes de la Terreur, je trouve que les Cryptes, c'est la partie la plus courte du livre. Ouais. Donc assez bizarre comme titre pour ce deuxième volume. Moi j'aurais plutôt pensé à la forteresse drapée ou quelque chose comme ça, je sais pas, ça, j'y réfléchis pas trop, mais quelque chose qui était un peu plus le vaisseau volant, j'en sais rien. Mais bah ouais, parce que ça va être le cas après. Mais après la jaquette, Fred, là je suis un peu perplexe parce que peut-être que la forteresse blanche derrière c'est la forteresse en drapé, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, alors moi, quand tu m'as dit on va faire le Louardan, j'ai regardé les pochettes des livres. Ouais. Et donc la deuxième, je me suis dit on va faire un truc dans la glace, tu sais, dans un univers de neige avec des Yétis et tout ça, quoi. Pour moi, les dragons bleus, c'est le dragon du froid, la forteresse blanche. Et c'est vrai qu'après, l'aventure, c'est pas du tout. Mais que dalle. Mais rien du tout de cela. Mais ce sera pas la première fois et la dernière fois qu'une couverture elle correspond pas au bouquin. Mais bon, c'est vrai que pour je sais pas, en plus c'est la couverture anglaise et française, c'est la même, c'est ça? C'est la même, ouais. Et quand même, je veux dire, c'est assez connu pour les folios, tout ce qui est livre dont vous êtes le héros, les couvertures sont quand même assez, soit c'est un moment qui existe dans le livre, un certain paragraphe, ou soit voilà, c'est quelque chose qui nous donne vraiment l'aventure, comment dire, tu sais, si on regarde les livres solitaires, c'est des ennemis ou c'est des situations, des gens qui vont se passer. Donc la couverture, c'est un sorte de spoiler. Pour les défis fantastiques, c'est à peu près la même chose. Beaucoup de dessins aussi, c'est juste pour mettre dans l'atmosphère, de quoi par le livre, mettre en situation. Mais là, franchement, les loups ardents, mais c'est un peu du mensonge, quoi. Mais surtout le dragon, quoi. Ouais, il y a aucun dragon. La viverne ou la vouivre, je sais pas trop ce que c'est. Mais alors écoute, c'est pas du tout raccord, là. Juste au cas où on n'a pas lu ces paragraphes-là, voilà, on se met en doute, hein. Donc auditeurs, si vous pouvez nous donner voilà plus d'explications sur les couvertures, est-ce que c'est des moments que vous avez vécu? Je sais que le premier livre, la couverture elle est assez atmosphérique, voilà, ça va avec ce qui se passe, c'est pour s'amuser. Mais là, le deuxième livre, je me dis mais attends, mais il s'est rien passé du tout de ce qu'on voit sur cette couverture, quoi. Mais d'ailleurs, oui, c'est vrai que on est comme tous les deux, je pense, assez fans des couvertures des défis fantastiques. Là, on ne boxe pas dans la même catégorie, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Je trouve même que dans les autres séries qu'ils ont fait après, là, du Saint Graal, tout ça, je trouve qu'il n'y a pas la même qualité que dans les défis fantastiques. Et en effet, il n'y a pas la même qualité. Malgré cela, moi, j'aime bien en fait tous ces dessins des 4 loups ardents. J'aime bien ce côté polaire, glacé, forteresse, un peu ces images de comment dire, une sorte de grand angle en fait. Hein, de photographie, quoi. On voit beaucoup plus ce qui se passe au lieu des détails beaucoup plus proches en plan serré. Je les aime bien, moi, ces jaquettes, malgré tout, Fred. Elles sont assez cool. Elles ont quelque chose d'assez mystique. On dirait un peu un conte des frères Grimm, en fait.
Mais en effet, quoi, il se passe pas. Donc, auditeurs, si vous avez eu d'autres expériences avec ces couvertures, voilà, comme quoi ça s'est arrivé dans votre aventure, bah, n'hésitez pas à nous le dire, quoi, parce que là, on aimerait bien savoir. Fred, alors continuons. On sort des catacombes, on apprend donc tout cela. On se rend à la forteresse du roi. Exactement, c'est ce que j'ai décidé. J'ai décidé en fait, donc lui, son sortilège, il est vieux de 200 ans quand même. Hein. Donc c'est une sorte de quête que beaucoup de gens ont relevé et que tout le monde a échoué. Nous, on a confiance en une chose, c'est qu'en fait, on pense qu'il est soumis à un sort de verrou temporel. Et un verrou temporel, on l'a rencontré quand on a rencontré notre père. Donc on se pense que le fait qu'on soit magicien avec notre expérience, on a des chances que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Donc après, le forteresse, en fait, elle est protégée par des sorts et par un labyrinthe. Et avant de se lancer à l'assaut du palais, on apprend qu'on a réussi à se munir d'une carte chèrement monnayée pour pouvoir nous repérer dans le palais. Donc le palais qui mugit au vent avec tous ces draps. Ils ont été traités par les meilleurs alchimistes, comme tu disais. Donc c'est vraiment la citadelle isolée, lugubre, c'est un peu un tombeau presque en fait. Hein. Et donc là, l'infiltration commence et on nous dit tout de suite de faire un test de chance. Que forcément j'ai foiré. Merde. Donc on tombe sur 2 gardes. Bon, je sais pas si tu l'as évité, toi. Non, moi j'ai réussi le jet et en fait je suis rentré dans la forteresse incognito, à passer à travers. On se rend compte en fait ce qui a été assez intéressant. C'est dans cette forteresse, c'est que il y a beaucoup en fait de pièges, mais qui sont la plupart des illusions en fait. Ce qui est assez cool. Donc c'est un peu vide, à part quelques gardes de temps en temps. Et puis jusqu'on arrive justement à la salle du trône où est donc le seigneur, le roi Volta en fait. Bah quand même avant d'arriver à la salle du trône, moi je me souviens qu'à un moment dans le palais, là, on se sent qu'on va tomber sur un piège et qu'on tombe sur une manticore. Yep, la fameuse manticore avant le roi, ouais. Écoute, moi c'était mon combat le plus rapide, 4 tours. Ah, moi j'ai marqué combat haletant, j'ai frôlé la mort, moi je me souviens qu'il me restait 1 point de vie. Et je priais pour que sur Doombringer je foire pas mon coup parce que sinon je passais quoi. Et j'étais à 1 point de vie, j'ai réussi mon coup, je l'ai tué avec ce coup là quoi. Donc c'était vraiment pour moi elle a comme des MD de 15 donc ouais ça fait mal quoi. J'ai eu pas mal de chance sur les 6 et puis j'ai utilisé mon pouvoir de la foudre et du feu donc ça a enlevé pas mal de points de vie. Ouais, moi je sais que je l'ai cartonné un peu aussi. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait non, moi ma boule de feu je l'ai foiré. Donc, merde. Non, ma foudre, ça lui a enlevé 15 points de vie aussi, donc... Donc bah voilà, on arrive donc à la salle du roi Volta, et en fait on se rend compte que c'est le même style de mécanisme que notre père. Il y a quand même parce que là ça aurait été un peu facile quand même si on était arrivé au roi Volta aussi rapidement. Ouais. Il y a un sortilège de confusion qui est fait. On doit sacrifier un objet. Oui. Ah bah écoute, moi j'ai dû sacrifier, je crois que c'était 20, 15 ou 25 points de pouvoir en fait. Ah, parce qu'il disait que si t'avais pas d'objet à sacrifier, tu perdais la moitié de tes points de vie actuels. Donc tu dois avoir 4 points de. Je crois que c'est des points de vie. Je sais plus. Ouais, des points de vie. Ouais. Donc moi je me suis débarrassé de la baguette de sorcier, la baguette de terrain que j'avais trouvée. J'ai tout gardé justement au cas où ça allait être utile. Je préférais prendre sur des points de vie, sachant que j'allais peut-être trouver un remède ou quelque chose. Ouais. Ah bah sachant que moi j'étais déjà à moitié mort contre la manticore, je me suis délesté d'un autre fait. Et ensuite après on tombe sur un esprit qui est issu de la magie noire et qui essaie de nous sucer l'énergie en fait. C'est pas si on se souvient. Faut faire un test d'habilité pour l'esquiver. Ou sinon il te siphonne 50 points de vie par paragraphe et t'as droit à tous les 3 paragraphes, tu peux refaire un test d'habilité pour voir si tu t'en sépares. Mais comme là j'ai réussi le premier test d'habilité, j'ai pas eu. Mais bon, ça a l'air d'être une belle saloperie ça. Donc ça, je pense que c'est le genre d'ennemi qu'on va pouvoir retrouver plus tard parce que magie noire, tout ça, je pense que ça va nous parler plus tard dans les prochaines aventures. Donc après avoir vu la manticore, le sort d'illusion et cet esprit noir qui veut nous sucer l'énergie, notre vitalité, et ben on arrive dans la chambre royale. Et là, on tombe sur trois statues de la Horde des démons qui s'animent. Alors on voit au début on pensait que c'était des démons, en se rapprochant on voit que c'est des statues. Comme c'est un lieu magique, elles s'animent, mais comme toi et moi on a l'orbe d'invincibilité, en fait on n'a même pas besoin de les combattre, que comme c'est seulement des ersatz de démons, avec certains artefacts là on peut les détruire. Et là on arrive à la chambre. C'est ça, on arrive à la chambre où il y a donc le sarcophage du roi Volta là, et Louardo, on le voit en fait, il y a une superbe illustration, il est en train de jouer avec ce système temporel en fait, qui est une sorte de micro-ordinateur virtuel.
assez intéressant. Donc on arrive justement à dégoter le code. Je n'ai pas vu du tout cette illustration. Ah merde. Je sais qu'il manque parfois dans la version française. Écoute, je l'ai la version française là. Si je suis sûr que je vais tomber dessus assez rapidement. Alors Fred, si auditeur, vous vous rendez donc à la nef volante, c'est le 138. Ah oui, d'accord. Le verrou temporel. Ah oui, moi j'ai pas compris ce dessin-là en fait. Ça me fait penser à une sorte d'ordinateur virtuel, tu sais, quelque chose à la... Tu sais, comme on voit actuellement dans la science-fiction, quoi, comme on voit dans les Avengers ou comme on voit dans Minority Report. Et donc voilà, on arrive à le déchiffrer et donc on réveille le roi Voltaire, mais on se rend compte que le roi a développé un pouvoir incroyable. Le roi donc a développé un pouvoir de psychique qui peut donc en fait lire notre mémoire et nos pensées, nos émotions. Et donc on n'a même pas le temps d'expliquer qui nous sommes, le seigneur Zandine et compagnie, que le roi en fait nous dit de nous taire et qui nous dit il sait tout de suite qui on est, pourquoi on est là et qu'il faut réagir vite. Donc il prend quand même son temps pour lui expliquer ce qui lui est arrivé. Et en fait, donc il s'est fait enfermer dans son sommeil et il sait qui est donc le traître. Et donc le roi nous offre justement sa nef volante, un bateau volant. Alors franchement, les navires volants, ça m'a toujours fait penser aux jeux vidéo, les Final Fantasy. Je sais qu'ils ont existé dans le 3e volume, mais surtout dans le 4e où on les utilise et ils sont beaucoup plus présents, on peut se balader dessus, il y a pas mal de choses. Donc qu'est-ce que c'est une nef volante ? Bah c'est vraiment ça, c'est un bateau en bois. Les bateaux comme on voit, hein, je sais pas moi, le classique 14e siècle, hein, qui a donc des gyrocoptères sur les côtés, des ailes et qui se baladent à travers les nuages. Et donc nous, on est donc munis de ce bateau, Fred. Oui, qui est en fait dirigé par le roi, mais qui nous emmène là où on veut aller. Et donc il semblerait que, comme c'est le prince Ragnarok qui est derrière tout ça, et donc il faut lui rendre une petite visite. Et ça nous mène en fait à la page 112, qui est une carte en fait. Une carte avec plusieurs choix. Ce qui est assez sympa là, donc on peut vraiment choisir notre destinée. Fred, moi j'ai fait un petit stop au monastère. Et, petite précision quand même que j'ai pas trouvé importante sur le coup, mais qu'après je me suis souvenu et que peut-être qu'en confrontant nos expériences on va s'en rendre compte. Il nous prouve toujours dans son style Herbie, comme dirait quelqu'un qu'on connaît. Herbie, comme dirait Neil Ranson, ouais. Herbie, parce qu'ils sont intimes. En fait, il nous dit bien que quel chemin on va choisir, et sachant qu'il y en a un bon et les autres conduiront à une mort certaine. Ouais, le livre nous dit vraiment qu'on va crever si on choisit pas le bon, quoi. D'accord, donc toi t'as fait quoi, tu m'as dit ? Je me suis arrêté au monastère pour voir les moines en fait. On m'a demandé si je voulais faire confiance aux moines qui me proposaient de m'allonger sur une table, de prendre du repos. Et je me suis dit bah vas-y, je vais faire confiance. Et en fait, ça m'a ramené à fond mes points de vie et mes points de pouvoir. Bah franchise, comment ça se fait que toi tu tombes sur la droite ? Je te dis sur quoi je suis tombé là dans ce putain de carte là. Et toi tu vas dans un endroit et on te remet tous tes points de vie, c'est ça ? Voilà, il fallait faire confiance en fait aux moines et puis on repart sur la nef et puis on redécolle pour aller ailleurs, ouais. Ah super, donc moi j'ai fait le camp militaire en m'approchant, je me suis dit bon bah en fait c'est un camp, il y a des tentes, je pensais que peut-être que les mecs seraient là-bas, je me rapproche, je vois que c'est militaire, ils sont tous en train de me regarder, si je descends ils vont tous m'arrêter, donc j'y vais pas. Après t'as le plateau et cavernes, tu t'enfonces dans les cavernes, il y a une odeur insoutenable, où tu te rends compte que t'es en train de rentrer dans le royaume de la horde des démons. Oui. Alors quand tu t'en rends compte, tu fais oups, peut-être me barrer, il y en a qui te poursuivent. Alors heureusement t'as le droit de faire des tests de rapidité, il faut que t'en fasses 5 quand même pour leur échapper. Heureusement que la rapidité ça l'est. Après il y a une espèce de tour de magicien là, t'y vas. En fait c'est un tractard, t'es obligé de mourir. Tu commences à monter les trucs qui s'écroulent. Tu fais bon, on va arrêter de faire les destinations exotiques, on va aller à la forteresse où il doit être le mec, et puis voilà quoi. Et je pense que c'est ce que t'as dû faire juste après, non ? Moi je me suis rendu à la forteresse justement où était le seigneur Ragnarok justement pour le combattre. Enfin, on savait pas qu'il était forcément là-bas, fallait le trouver, mais bon la forteresse enfin, c'était quand même ce qui paraissait le plus logique. C'était le plus évident, ouais. Bah écoute, on se rend dans la forêt, donc en fait c'est assez nuageux, donc on peut atterrir à la nef sans se faire remarquer, on se cache dans les buissons, et puis il y a des petits jeux assez sympas, tu sais, il y a des gardes qui sortent leur arc, qui commencent à te viser, alors tu crois que c'est toi, mais si tu ne bouges pas, et tu fais confiance, tu vois qu'en fait ils sont en train de chasser un lapin qui est passé à proximité de toi. Et donc... la description, c'est juste pour nous dire en fait que les mecs ils sont très réactifs, mais qu'ils ont l'air un peu lobotomisés, comme s'ils étaient sous un sort en fait. Ouais. C'est pour ça qu'ils nous voient, qu'ils pas forcément... Bah écoute, moi j'ai réussi tous mes
mes tests de stealth, d'invisibilité. J'ai réussi à m'entrer dans la salle du trône en fait, où est donc accroupi à une table le Seigneur Ragnok avec deux hordes des démons, deux démons avec des cornes, et qui sont en train de regarder une carte du royaume qui prépare leur invasion. Et c'est là où justement tu peux attaquer et donc tuer le. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Oui, pareil, j'ai réussi à... Il n'y a que 2 tests pour s'introduire dans la forteresse. Ouais, c'est ça, pas difficile. Et par contre, moi, ils étaient 4, les démons. Pardon, ils étaient 4, pas 2. Il y avait 4 démons, ouais. Alors après, donc ce qu'on te dit, c'est que bon, forcément, toi, tu es venu pour le buter, donc tu sors de ta cachette et tu les combats. Mm-hmm. Donc on te précise que donc le seigneur Ragnok, qui est un magicien, il n'interviendra qu'à partir du moment où deux démons sont morts. C'est ça, ouais. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que moi, dans la version française, je n'ai pas les caractéristiques du prince. Ouais, je sais, il manque. C'est quand même génial. Le boss de fin, t'as pas ses caractéristiques. C'est quand même génial. Le fameux défaut, ouais. Ça, c'est un grand défaut de la version française, ouais. Un truc que je voulais savoir aussi, parce que vous parlez que Louardan, c'est un peu un jeu de rôle sans master, mais des fois, on te précise que les ennemis peuvent te lancer des sorts et tout ça. Est-ce que toi, franchement, tu les as fait lancer les sorts, les ennemis? Écoute, moi je trouve que le jeu est assez difficile comme ça, mais exactement. Pour le boss de fin, je l'ai fait lancer quelques sorts sur moi, ouais. Parce que lui, c'est un pur magicien. Ouais, mais je t'admets que j'ai envie de lire l'aventure en fait, j'ai pas envie de mourir, donc commencer plusieurs fois les combats. Et en plus, tu sais, on a accumulé pas mal de trucs, donc en parlant là du boss de fin, l'accumulateur de pouvoir, voilà, c'est ce que je cherchais là au début. Donc qui transforme les points de vie en points de pouvoir. On avait le coffre de la boîte rose d'Amiens, on a comment ça s'appelle, l'orbe d'invincibilité. Donc voilà, qui nous immunise contre les démons. Voilà. L'orbe d'invincibilité, il a pas marché contre ce combat-là. Alors moi, je t'ai aussi parlé. Moi, j'ai jeté l'orbe d'invincibilité sur le. C'est quoi, c'est un prince ou c'est quoi exactement? Ragnar. Oui, c'est un prince. Ouais. Oui, c'est un prince. Donc je l'ai jeté dessus. En fait, moi, ça l'a affaibli énormément. D'accord. Elle s'est brisée, mais en fait, ça l'a complètement affaibli. Et j'ai même pu utiliser ma baguette de la terreur, donc la fameuse baguette magique. Hein. En fait, tous les objets que tu trouves dans les cryptes. Et puis voilà, ça a réduit sa défense, donc ce qui m'a beaucoup aidé. Mais j'étais le mec qui était balèze. Par contre, en quelques tours, j'ai fait des dégâts et comme j'avais récupéré tous mes points de magie, j'ai utilisé le fameux sort d'invincibilité qui coûte 50 points de pouvoir, ce qui m'a rendu invisible et en fait j'ai pu le one-shot backstab. Mais après quelques tours. Ouais. Mais alors moi ce que j'ai pas compris c'est que tu t'es pas combattu contre les démons alors ou... Si, les 4 démons en fait je les ai faits et j'ai utilisé pas mal de points de pouvoir en fait à chaque fois, foudre, mais j'ai fait exprès de garder un maximum qui était donc de 50 pour justement utiliser le pouvoir je me dis que ça allait être balèze, donc je me préparais au combat quoi. Mais de jeter l'orbe sur lui, ça l'a bien affaibli. Hein. C'est bizarre parce que je me propose même pas un paragraphe avec le mec. Moi, je sais pas, c'est peut-être une version différente avec la version française. Moi, juste une petite aparté, j'avais récupéré un corps cabossé. En fait, dedans, quand tu souffles dedans, t'as un gros monstre qui apparaît. Alors, par contre, si tu fais 1 ou 2 quand tu l'invoques sur 2 dés de 6, en fait, il se retourne contre toi et tu meurs direct. Ça, c'est du Louardan, c'est du Louardan dans les faits. Et après, le monstre, il est assez balèze. C'est juste qu'il a pas d'arme, mais il doit avoir une armure de 18. Et des MD de 18, donc c'est quand même il doit avoir 550 points de vie. Donc moi je l'ai mis lui pour les démons là, pour qu'il les use. Donc moi forcément j'avais pas les caractéristiques du musicien, donc dès que j'ai fini mon combat avec les démons, pour moi c'était fini quoi. Donc j'aurais peut-être dû chercher les caractéristiques en anglaise, j'ai pas pensé. Mais ouais, je sais que moi j'ai pareil, je sais pas si t'as essayé le sort d'art du coup. Non, j'ai essayé le sort, je l'ai empoisonné en fait. Donc, oui, c'est ça, d'art poison, c'est-à-dire que si tu réussis, t'as une chance sur 2 que le mec il soit mort tout de suite. Et ça, non, j'ai pas eu la chance, moi. En fait, c'était sur plusieurs tours, il perdait pas mal de points de vie, donc je crois que j'ai eu 2, et puis je l'ai aussi stoppé. J'ai fait le sort de paralysie, c'est ça donc ce qui m'a permis, en fait, non seulement de porter un coup, mais de récupérer des points de vie avec Doombringer, mais surtout de préparer donc mon sort d'invisibilité. Ok, du coup, quand le combat est fini, le combat est fini. C'est ça, le combat est fini, et puis c'est une fin assez spécifique, hein, spécifique, tu parles, c'est une fin assez brute, hein, abrupte. Ah oui, en gros, il dit qu'il s'accepte maintenant comme Louardan, le guerrier, Seigneur Xandine et magicien, et qu'on est prêt pour aller au Turban pour les prochaines aventures. C'est ça. Stop là, boum, bon, c'est un peu sec.
Et donc voilà, c'est la fin du livre, Fred. Donc on se prépare pour le 3e volume de Louardan. Mais une fin un peu spécifique. Je m'attendais à un peu plus de paragraphes pour nous dire un peu ce qui allait se passer. Tu sais, un peu un sorte d'épilogue, mais non. Tu sais, j'ai l'impression que Louardan, c'est la malédiction du héros solitaire. C'est-à-dire qu'en fait, il fait plein d'exploits, mais personne n'est au courant. C'est ça en fait. Ouais. Là, t'as détruit l'art des démons, il y avait personne dans la ville. Là, tu détruis le gars, t'es tout seul. Tu reviens en ville, tu fais, moi j'ai détruit ça. Ouais, c'est ça. Va faire dodo là-bas, espèce de clodo. Non, mais ouais, c'est les impressions, c'est le héros sans gloire en fait, qui fait plein de trucs, mais sans personne au courant quoi. Il faut jouer à l'autre série de G.H. Brennan qui s'appelle donc Grail Quest, là, qui est très très différente. Si on veut récupérer un peu, mais ouais, en effet, personne n'en a rien à foutre de nous, quoi. C'est ça. Le héros invisible. Fred, les cryptes de la terreur. Alors, je voulais te parler juste d'un truc en fait qu'on a tous les deux raté, qui était intéressant, et je me souviens dans une de mes lectures précédentes, il y avait donc une oracle qu'on pouvait visiter, qui s'appelait donc Selena. Et qui est assis sur un trône de granit et en fait qui peut nous expliquer, nous aider en nous déterminant notre futur éminent ou ce qui va donc se passer plus tard dans l'histoire. Donc voilà, on a un peu fait quasiment les mêmes paragraphes, mais voilà, une aventure assez différente du premier volume sur en fait les possibilités de choix. On peut quasiment sauter les chapitres ou faire des chapitres qui sont pas possibles dans d'autres runs, dans d'autres lectures. En fait, je pense que nous, notre différence, c'est juste notre expérience des cryptes de la terreur, en fait. C'est ça. Toi, tu sois allé voir le moine combattant pour qu'il t'aies des infos sur le roi, et puis après, où t'es allé voir les moines pour qu'ils te donnent. Ouais, c'est ça. Je suis allé voir le général, justement, contrairement à toi qui est allé voir donc l'armée. C'était un peu des choix un peu différents, assez intéressants, mais en général, tout ça, ça nous amène donc au Seigneur Voltaire. Oui, c'est ça. Le roi Voltaire, ouais. Bah écoute Fred, critique, qu'est-ce que tu penses toi de ce 2e volume contrairement au premier volume de Louardan? Moi j'ai vraiment les cryptes de la terreur, j'ai vraiment apprécié le passage, que c'était mon premier donjon et monster dans les livres de Von héros. Le côté magie, je m'a vraiment amusé au début quand les règles de magie sont sorties pour Louardan, quand on t'explique, je me suis dit c'est un peu ça va pas me servir c'est pas génial. Puis en fin de compte parce qu'en combat on les utilise, ça peut être marrant qu'on fait des erreurs, de retourner un paragraphe en arrière, éviter des combats. Moi j'ai vraiment apprécié ce passage là, et puis avec la récompense derrière qui était vraiment inattendue, donc là c'était intéressant. Le suite de l'aventure, moi ce que je reproche, on vit de belle aventure, on est dedans, franchement je me suis bien amusé, même les combats je les ai faits jusqu'à la fin pour être sûr. Alors, des fois franchement le combat final il dure 1 heure pratiquement, les jetés de dés tout ça là. En plus moi j'avais un monstre avec moi, bon bref ça m'a pris pas mal de temps, mais oui c'est ça. Après moi la critique c'est quand même cette limitation dans les choix qu'on se rend bien compte qu'en fait qu'il y a une seule route, et que le reste c'est ou bien des petites infos accessoires ou bien que c'est une mort certaine, et ça je trouve ça différent. Voilà, faut le savoir, faut vraiment être au courant de cette particularité là quand on joue à Louardan, parce que sinon si on recherche une expérience comme dans les livres où vous êtes le héros, on va être déçu parce que ça n'a pas grand chose à voir, et pour moi ça se rapproche plus du jeu de rôle one player, quoi, tout seul, du jeu de rôle tout seul en fait, quoi. Écoute, moi j'aime beaucoup en fait cette façon d'écrire. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser, tu sais, au fait mes années d'expérience au jeu de rôle. J'ai rencontré en fait matière grise, il y en a toujours partout, ce que je veux dire, il y a pas que noir et blanc, il y a toujours plein de types de couleurs, de points de vue. Mais ce que je voulais dire par cela, j'amène à ce sujet parce que quand je lis les livres dans Vous êtes le héros, je remarque souvent 2 types d'écriture, comme 2 types de maîtres du jeu que j'ai souvent joué avec dans ma vie. Le premier type d'écriture, comme le maître du jeu, c'est le maître du jeu qui va vraiment te laisser libre accès à l'univers. Donc lui, en fait, c'est le conteur de l'univers et des effets qui se passent. Donc tu as absolument le choix d'aller où tu veux. Et des fois, tu peux complètement dérailler d'une campagne où tu suis pas du tout le scénario, mais le maître du jeu a soit 2 façons de réagir. Il peut soit t'amener vers la campagne, c'est te le faire magiquement bien, ou justement il te laisse te balader, ce qui va t'amener vers d'autres scénarios qu'il a absolument prévus. Et ça, je le remarque beaucoup dans tout ce qui est, surtout les premiers volumes des défis fantastiques. La forêt de la malédiction, ça me fait complètement penser à cela. Il peut se passer énormément de choses, malgré qu'il y a quand même un seul but, mais il y a vraiment plusieurs façons d'y arriver. Et des fois, on se retrouve à arriver à ce but, sachant qu'on a complètement oublié, ou qu'on est passé complètement à travers, en s'appliquant sur d'autres buts secondaires.
Et après, il y a l'autre type de maître du jeu, c'est celui qui a vraiment son scénario et tu te focalises, tu te concentres là-dessus parce que son but, c'est pas de te bloquer et de te faire vivre cette aventure, mais c'est de conter cette histoire magique, magnifique, qui a été donc écrite et de t'amener dans cet univers-là. Et voilà, donc quand je lis Loup Ardent, j'ai l'impression de jouer avec des maîtres du jeu qui ont ces histoires-là. Ils ont une grande histoire, j'ai le choix de ce qui se passe, de ce qui s'entoure, mais il y a quand même une grande épopée qui se développe autour de moi et donc une grande aventure qui se crée. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression de rendre compte de deux styles de traitement de conte. Tous les deux sont très très sympas et là je t'admets que je suis heureux quand même qu'il y ait le style de Loup Ardent parce que c'est assez rare hein, et ça me fait penser un peu à ça. C'est ok, je sais dans quoi je me lance et c'est que j'ai envie de vivre cette aventure et je suis intéressé par ce scénario. Et en fait le livre va le développer davantage et va vraiment me plonger dedans. Je suis d'accord et je te comprends parfaitement ce que tu dis, parce que moi, en tant que master, je serais plutôt le master comme Loup Ardent, c'est un master qui a une histoire à raconter et qui essaie de faire vivre quelque chose qu'il a prévu aux joueurs, même s'il faut adapter parfois, et voilà. Mais moi, je reviens sur le fait que le livre dont vous êtes les héros, c'est la caractéristique des livres de héros, c'est les choix multiples. Même si c'est comme restreint. On l'a bien vu, nous, la plupart des fois quand on relate nos histoires, bon, souvent à la fin on se retrouve. Bien sûr. Mon Dieu, on n'a pas du tout pris le même chemin. Ouais, quand on pense à notre scénario de la grande menace des robots, malgré qu'on est allé dans les mêmes endroits, on a vécu complètement des histoires différentes l'un de l'autre. Oui, quoi. Même la voix du ninja, toi t'as toujours la voix royale, moi j'ai la voix speed, voilà, donc t'as toujours des différences, et c'est d'où l'intérêt d'être deux pour raconter notre point de vue. Tandis que là, en fait, tous les joueurs vont faire peu ou prou la même expérience. Ouais. Donc, mais tu vois, ça me fait penser à ça. Moi, ça me fait penser à un livre de campagne en fait de Donjons et Dragons, tu sais, un Nexus en fait, un supplément qu'on achète, qu'on développe, et en fait, c'est comme pour Ravenloft. Donc voilà, ça va être une aventure très spécifique, et après les joueurs sont vraiment plongés dedans, et ça me fait penser à cette continuité. Et après, donc, tu vas voir les scénarios classiques, campagne de Donjons et Dragons où ah ouais, voilà, t'as ce scénario-là, mais il va se passer plein de choses entre, et en fait, t'as plusieurs façons d'arriver à ce but. Donc, voilà, Brennan, en fait, c'est un type de conteur spécifique à ce type d'aventure, et ce qui est assez cool. Et puis Fred, on le remarquera ça au fur et à mesure, moi, je le vois énormément, je regarde toujours bien sûr l'écrivain, non seulement pour savoir qui l'a écrit, mais j'identifie aussi comment il écrit ses paragraphes en fait, comment ça se passe, comment est-ce que ce système se regarde. Alors tu sais, quand nous on analyse les paragraphes, on arrive à trouver des plans que les gens dessinent qui nous montrent les bulles, donc des bulles avec les numéros de paragraphes, et qui nous montrent comment elles sont connectées entre elles. Et c'est assez intéressant. Moi j'appelle ça un peu l'anatomie du livre-jeu. Quand on regarde l'anatomie d'un loup solitaire, elle est vraiment incroyable, hein. Il y a un boulot impressionnant. Et quand on regarde l'anatomie d'un loup ardent, on se rend compte quand même qu'il y a un chemin très spécifique, comme tu disais, il y a un chemin unique pour développer cette aventure, et on remarque à chaque fois dans ces grands chapitrages, il y a plein de petits chemins sur le côté, mais le but essentiel c'est de raconter l'histoire. Et je pense que ce qui est unique, c'est ces grands paragraphes, qui sont même plus des paragraphes, en fait c'est des chapitres qu'on est en train de lire, on se retrouve à lire 7-8 pages d'affilée, donc il y a une histoire importante. Pour compléter, Fred, écoute, moi j'ai lu, je me suis renseigné un petit peu sur le web pour voir ce que les gens pensaient. Beaucoup de gens n'aiment pas trop en fait les Cryptes de la Terreur et trouvent que justement les livres se dégradent au fur et à mesure dans l'histoire. Alors bon, nous on fera notre propre expérience, on se rendra compte. Moi en les lisant il y a longtemps, j'avais pas trouvé cela, mais je suis curieux maintenant de les revisiter et vous pour voir cela. Moi par contre j'ai bien aimé en fait les Cryptes de la Terreur. C'était une aventure très très courte. Franchement, ce qui m'a vraiment étonné en relisant les Cryptes de la Terreur, j'avais oublié que c'était ultra rapide à lire, contrairement à certains défis fantastiques où, mon Dieu, les aventures sont excellentes et très très longues. Mais contrairement au premier volume, moi j'avais l'impression de lire en fait quelques chapitres de plus du premier volume de Loup solitaire. Je trouve pas que ces deux livres devraient être lus ensemble, ils sont quand même très différents, hein, et il y a vraiment une aventure très différente de l'un à l'autre, mais c'est tellement court que je trouvais que ça devait être pas un épilogue, mais tu vois, des chapitres supplémentaires sur le développement du personnage de Loup Ardent, parce que la fin du premier volume Loup Ardent est parfaite. C'est vraiment intéressant, mais ici ça finit un peu
Je sais pas, En on fait, tue le poisson. ça finit pareil, parce que dans le premier, il dit Louardan a bien fait du chemin, il est conscient que maintenant il est plus Louardan, il est aussi le fils Seigneur Xantine, tout ça, magicien. Et là, on te dit exactement la même chose. Il est plus un guerrier, c'est un fier magicien, et il est encore plus près. Ouais, on était déjà au même point à la fin du premier bouquin, ouais, c'est sûr. Ouais, mais ce qui est intéressant dans le premier livre, c'est qu'on arrive à des exploits qu'on n'ait jamais réussi. Le problème dans le deuxième, c'est qu'on a déjà réussi ces exploits. Donc on est un peu en manque de nouveaux exploits beaucoup plus balèzes, beaucoup plus importants. Alors ici, j'ai l'impression que ce deuxième volume, en fait, c'est la préparation, parce qu'on obtient le vaisseau, on obtient de nouvelles armes, on se développe en XP, on sent vraiment le cheminement intermédiaire. Celui-ci marque moins un point de développement de l'identité de Louardan, mais plus en fait prendre connaissance de ses pouvoirs et de qui il est, de s'habituer en fait à sa nouvelle transformation. Et moi, j'ai aussi l'impression que, j'ai aussi l'impression qu'en fait, la Horde des démons, ça va plus du tout être les ennemis des prochains numéros. J'ai l'impression que c'est un chapitre qui est clos. Après, je sais pas si je me trompe ou pas, parce que comme là, celui qui voulait faire revenir est mort, la Horde des démons, elle sort tous les 5000 ans, on s'en fout maintenant. J'ai l'impression que ce chapitre-là, il est clos. Donc maintenant, on va passer à autre chose qui va être un nouveau développement du monde. Et sachant que là, en fait, on n'a pas de carte du monde de Hard. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à s'en représenter l'univers. Et je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ah oui, dans le premier bouquin, quand même, l'aventure commence à être intéressante, c'est quand on trouve l'épée. Faut être franc, parce que le système de combat, il est vraiment trop lourd, sinon, sans l'épée. Avec l'épée, parce que quand tu fais un combat à Louardan, tu tapes et tu te fais taper. Donc, en gros, tu perds d'endurance tout le temps. Pratiquement, c'est un petit peu chanceux. Si t'es meilleur de base, tu vas survivre. Mais en gros, si t'es un peu malchanceux, tu meurs. Grâce à Exterminator, donc on récupère ces points de vie qui nous font qu'en fait les combats se durent plus longtemps, ils nous rendent meilleurs. Donc le premier bouquin, il commence vraiment quand Doombringer est entre nos mains. Donc c'est pour ça que la première partie du bouquin, je l'ai trouvé un peu fastidieuse. C'est pour ça que j'ai pris plus de plaisir avec les Cryptes de la Terreur. Donc rien que déjà pour le donjon et trésor, que c'était ma première expérience dans le livre de Donjons et Héros, que j'ai apprécié grâce à la magie et grâce à cet univers de Brennan où il a mis la magie et que tu deviens ton propre master et donc tu peux faire tes choix et revenir à des paragraphes. Franchement, c'est très intelligent de proposer des choses comme ça aux joueurs plutôt que des boules de feu ou des poisons. Ça montre autre chose. Et c'est vrai que après ça casse pas la baraque. Il y a un fil conducteur qui est assez gros, que si t'en dévies de toute façon ça te mène à une mort certaine. Donc on peut être un peu frustré à ce niveau-là. Mais moi je demande à voir sur les prochains. Mais moi perso j'ai pris plus de plaisir sur le deuxième, sur les Cryptes de la Terreur, que sur la Horde des démons. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est fou les différentes expériences qu'on a. Moi je t'admets que ça me donne envie de redécouvrir le troisième volume. Hein. J'ai vraiment peu de souvenirs de cette saga, comme je l'ai lu il y a très longtemps, donc c'est un vrai plaisir de la redécouvrir. Bah écoute Fred, voilà ce qui conclut notre podcast sur les Cryptes de la Terreur. Avant qu'on se quitte, on aime bien faire ça, on essaie de faire une petite habitude. Fred, quelle est ta suggestion du moment ? Alors jeux vidéo, je suis à la ramasse. Littérature, je lis rien de récent. Je suis allé au ciné hier, on sait jamais. Qu'est-ce que tu conseilles ? Ça intéressera à quelqu'un. Le dernier Tim Burton là, qui changeait un peu, Miss Peregrine et les enfants extraordinaires. Et bon Tim Burton qui était un peu en dedans comme ces derniers temps, un peu mieux avec Big Eye là. C'est quoi le titre de Big Eye déjà ? Big Fish, non ? C'est pas ça ? Big Eyes, oui, la fameuse histoire de l'artiste peintre. Ouais, l'artiste peintre qui était sympa. Ouais. Là on retourne dans son univers. Moi j'ai trouvé un poil long quand même, un petit peu, ça met un petit peu de temps à se mettre en route, mais attends Fred, c'est pas une critique, c'est une recommandation. Oui, la recommandation c'est d'avoir le dernier Tim Burton. Voilà. Ok. Écoute, moi ça va être une recommandation jeux vidéo. Je conseille à tous ceux qui sont sur les consoles dernière génération et sur PC le dernier jeu de Warhammer, qui est donc End of Days Vermintide. Voilà, donc là on est dans la nouvelle saga de Warhammer avec Sigmar, et donc c'est les fameuses lancées chaotiques, je crois, où le chaos se venge et donc crée ces fameuses ces gros problèmes. Et le premier donc c'est l'invasion de l'armée des rats, les vermines. Fred, comment ils s'appellent les rats dans Warhammer ?
Les Skaven. Les Skaven, voilà, j'oublie tout moi. Les Skaven qui attaquent, et donc principalement, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le même style que Left 4 Dead. En plus, les développeurs l'admettent, ce qui est cool. Ils disent voilà, on est tellement aimé Left 4 Dead qu'on voulait faire la même chose, mais dans l'univers de Warhammer. Et donc, au lieu d'avoir des fusils à pompe et des flingues, là, on a tout l'attirail de Warhammer. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a 5 personnages à choisir. Fred, on est fans tous les deux de Warhammer, donc ça va nous plaire. Il y a un Witch Hunter, une elfe, un nain, un humain et une sorcière des flammes. Le nain direct. C'est ce que je joue moi ces temps-ci. En plus, je viens de débloquer un Warhammer en or là, et le système de loot est excellent parce que c'est tu traverses des niveaux très scénarisés, très très cool avec les personnages qui se parlent entre eux. Tu découvres des dés cachés dans des coffres, et à la fin du jeu tu roules tes dés dans une poêle, et il faut que tu obtiennes le plus de symboles possible pour débloquer des armes, bien sûr système de Diablo, vert, bleu, rouge, orange, voilà, donc on essaye de débloquer la meilleure, et là j'ai débloqué un orange, un marteau de guerre qui défonce tout, donc c'est assez cool de jouer au groupe, voilà, le jeu qui se partage au micro, et ça reste du bon Heroic Fantasy qui rentre dans l'art où c'est des armées de Skaven que t'es en train de buter au Warhammer, quoi, ça le fait. Ouais, c'est une bonne idée, parce que c'était un des derniers souvenirs de roleplay, de gameplay que j'ai eu sympa, moi. Left 4 Dead, ouais, surtout le deuxième, ils ont fini par adapter toutes les cartes du premier sur le deuxième, donc quand t'avais le 2 sur PC, t'avais absolument tout du premier, ça servait c'est pas que ça servait à rien, mais ça avait pas besoin de jouer au premier, en fait, t'avais tout dedans, même les personnages, et là, écoute, la version Warhammer est assez excellente, très très cool. Donc, ça donne presque envie d'acheter une nouvelle console. Écoute, franchement, si tu prends une PlayStation, dis-le, parce qu'on pourra jouer ensemble. Ça sera cool. Ah, moi, je suis pas Sony, moi, je suis Nintendo ou l'américain. Bref, voilà. Donc, le jeu est assez cool, surtout que l'extension sera sur l'armée du chaos. Donc, bref, cool. Voilà la recommandation. Écoute, Fred, sur ce, on se quitte sur un morceau de musique. Avec regret, mais en musique. On se quitte en musique, et puis on se retrouve très prochainement pour se retrouver dans l'espace. Alors là, je pense qu'on va kiffer, parce que le Space Opera, c'est encore plus notre truc que Heroic Fantasy. Je t'admets que moi, j'adore les deux, mais c'est vrai que j'ai un petit penchant pour la science-fiction, ouais, beaucoup plus. On se quitte sur un morceau, par contre, on reste dans le thème un peu de la médiévale, et puis pourquoi pas prendre un morceau de baston, là, comme le livre de Lou Ardan se termine en bataille. Écoute, c'est simple, soit t'es rapide, sinon t'es mort. Be quick or be dead. Yeah, run fast. Run fast. Allez, let's do this. Fred, je te dis à très bientôt, et puis bonne soirée ou bonne journée à nos auditeurs. Oui, à bientôt tout le monde, et à bientôt Xav. Allez, à bientôt, salut.